bonsoir et bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue au pub au Saint-Paul ce soir pour cette émission Rendez-vous aux Zinc avec Christophe et avec Gilbert. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, ce soir c'est une émission spéciale rugby et on avait envie, chers téléspectateurs, de faire venir des personnalités de prestige en Dromardèche et notamment dans ce rugby, puisque le rugby c'est quand même effectivement une actualité, on va dire numéro 1 en Dromardèche, puisque nous avons beaucoup de sports à présenter. Le ballon ovale. Des îles Fidji en passant par Cardiff, Dublin, Wellington ou Paris, le rugby est et restera un sport très populaire aux yeux des supporters du monde entier, de la première Coupe du Monde de 87 en Australie et en Nouvelle-Zélande, jusqu'à celle qui s'est déroulée en 2011, également en Nouvelle-Zélande. Notre équipe nationale s'est toujours bien comportée et il est fort probable que nos clubs formant nos joueurs contribuent aisément à alimenter le vivier rugbystique français. Aujourd'hui, nos principaux championnats constituent le Top 14, la Pro D2, qui sont des championnats professionnels, et la Fédérale 1, qui est le championnat amateur. En Dromardèche, nous avons la chance cette année d'avoir 4 clubs concourant dans cette compétition de Fédérale 1, groupe C. Pour cette première émission de Rendez-vous aux Zinc spécial rugby, nous avons souhaité, Christophe, Gilbert et moi, d'inviter les 4 présidents des clubs dromardéchois ainsi que quelques joueurs. À la présidence de ce premier club, autrefois appelé Sporting Club Albenassien, il aura fallu attendre 1966 pour voir naître le RCAV. Arrivé en 2012, ce président a su faire venir Marc Reynaud, le manager du RCAV. Il s'agit de Christian Manant qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Toutefois, il sera représenté par le vice-président du RCAV, j'ai nommé Jean-Pierre Vessière. Jean-Pierre Vessière, on vous attend. Salut Jean-Pierre. Évidemment, Jean-Pierre n'est pas venu seul, il est venu avec et accompagné d'un joueur, un joueur qui joue en 3e ligne au RCAV qui est malheureusement blessé. J'ai nommé Jérémy Braille. Salut Jérémy. Salut Jérémy. À la présidence aujourd'hui de ce second club, fondé en 1908, il est arrivé l'année dernière, après avoir succédé à Jean-Louis Darlet, il apporte du sang neuf à ce jour au damier romanais. L'USRP ne saurait pas forcément se passer de lui, j'ai nommé Monsieur Jacques Riton. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Louis-Ferdinand Blaisère, excusez-moi, l'invité numéro 4 et capitaine de ce club de l'USRP. On peut l'applaudir. À la présidence du club du Roc depuis sa création en 2010, il fait désormais partie du panorama de la Fédérale 1. Depuis le départ d'Éric Tissot l'année dernière et l'arrivée de Jarret Russell, il indique que le Roc aujourd'hui semble guéri. J'ai nommé Monsieur Jean-Louis Reyes. Salut Jean-Louis. Bonsoir. Jean-Louis Reyes est accompagné par le directeur général de son club, j'ai nommé Monsieur Franck Chaptal. Salut Franck. Salut Franck. À la présidence du rugby club Tricastin, depuis 2009, ce monsieur ainsi que tout le staff et des joueurs importants a permis de se hisser de la Fédérale 2 vers la Fédérale 1 l'année dernière. Après ce match retour extraordinaire contre Château-Renard le 25 mai 2014, si cette année le championnat de Fédérale 1 est très compliqué, ce président fait preuve de réalisme, sachant rappeler que les couleurs jaune et bleu font désormais partie du panorama de la Drôme et de l'Ardèche. J'ai nommé monsieur Alain Pécheran.
Salut Alain. Bonsoir. Évidemment, dans ce club du Rugby Club Tricassien, il y a un capitaine. Et ce capitaine, je vais vous le présenter, c'est monsieur Ludovic Zanini. Salut Ludo. Salut Ludo. Responsable du comité Dromardèche de rugby, ce président doit réguler à la fois la transmission des informations émanant de la Fédération française de rugby, mais aussi de faire respecter une organisation rugbystique sur nos 2 départements. Il est dans toutes les organisations sportives en lien avec le ballon ovale et en même temps le patriarche qui s'est organisé des soirées comme celle des récompenses avec la participation exclusive de Pierre Camus. J'ai nommé Jean-Marc Patouillat. Bien, messieurs, merci d'être venus ce soir au Saint-Paul. Merci de participer à cette première de Rendez-vous aux Zinc sur Mistral Télévision. Ce soir, c'est un petit peu spécial, mais Rendez-vous aux Zinc est une émission qui se déroule donc en enregistrement tous les 2e lundis du mois au pub au Saint-Paul, donc sur la route de Saint-Marcelin, Saint-Paul-les-Romans. C'est un magnifique endroit, on peut dire. On est accueillis chaleureusement. Le directeur veut que ce soit ludique, festif. Bien sûr, on peut boire des coups, mais également, il nous promet qu'on soit tranquille. On sera tranquille au Saint-Paul, même s'il y a 600 personnes, comme c'est le cas parfois pour certains concerts. 2-3 mots encore sur le Saint-Paul. Si vous voulez avoir la programmation, parce qu'elle est riche tout au long de la semaine, il y a des concerts, il y a plein de choses. Vous frappez le site internet qui passe en ce moment sur le bas de votre écran. Donc cette émission va être une fois par mois ici au Saint-Paul. Cette émission Rendez-vous aux Zinc sera plutôt une émission de type culturel. Donc ne m'en demandez pas plus puisque je suis en train de réfléchir et de programmer la programmation. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut rester câblé sur la web TV Mistral TV. Et puis vous en saurez plus sur les rendez-vous suivants. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est la première, donc si on bafouille un peu, vous nous en voudrez pas, bien voilà. évidemment. Donc aujourd'hui, émission spéciale rugby, et avec des spécialistes, les Roland Larquet de Mistral TV, de la Fédérale 1, j'ai nommé donc Gilbert et Roger. Et ils vont nous présenter donc cette émission avec beaucoup d'invités qui vous ont été présentés et avec beaucoup de questions. J'ajoute quand même qu'il va y avoir des pauses musicales avec un jeune artiste, Olivier, Walter Benjamin, pardon. C'est le nom de son groupe et on verra tout à l'heure. C'est cocasse. À toi. Bien, eh bien, moi j'avais envie d'un petit peu de commencer par Jean-Marc, ce soir bien évidemment présent parmi nous. Jean-Marc, pour les téléspectateurs de Mistral TV, moi j'aurais aimé un petit peu que tu te présentes. Pratiquement maintenant tout le monde me connaît puisqu'il y a 6 ans que je suis président du comité de Dromardèche. Je suis dans différentes commissions au comité territorial depuis la création du comité. En commençant par les écoles de rugby, les compétitions de jeunes. Excusez-moi, je crois qu'il faut se rapprocher. Secrétaire voilà. Général du comité. Et j'ai remplacé donc Félix Haddad, un grand personnage national du rugby, territorial et national du rugby. Donc je l'ai remplacé il y a maintenant 6 ans. Bon, en tous les cas, merci pour cette petite présentation, Jean-Marc. 6 ans de présidence au comité Dromardèche de rugby. C'est quoi les responsabilités aujourd'hui que tu as? Il y a de plus en plus de responsabilités et peut-être quelquefois je dirais moins de plaisir parce qu'on a beaucoup de contraintes et on nous en demande de plus en plus alors que nous sommes des bénévoles. Aujourd'hui, je pourrais dire ce qui est le comité de Dromardèche au niveau du sportif, et ça a été mon vœu et le vœu de l'équipe qui était avec moi, c'est de privilégier le sportif. Parce que pendant trop longtemps, on a géré de l'administratif, on a géré les finances, on remplissait peut-être quelquefois le pas de laine peut-être pour pas grand-chose. Et je crois que
donner des possibilités à nos jeunes du comité d'évoluer au plus haut niveau, de progresser et de franchir un palier. C'était nécessaire et c'était mon objectif. Bien, Jean-Marc, si tu veux bien, on va regarder une première vidéo de toi et j'aimerais qu'on intervienne suite à cette première vidéo, justement. Moi, je voulais dire deux choses. La première, c'est que vous êtes les ambassadeurs du rugby dromardéchois dans votre catégorie. Alors, ce que je vous demande, c'est que vous devez être les exemples dans vos clubs. Vous devez entraîner vos copains et pour évoluer au plus haut niveau. Premier message, donc je compte sur vous et venez travailler sérieusement. Vous avez des qualités, ça va passer. C'est le premier message. Le deuxième message que je souhaitais vous passer, c'est qu'en tant que président du comité, je fais de gros efforts avec Rovaltin, avec Briffaut. Il y en a parmi vous qui êtes dans ces collectifs. Et je ne peux pas accepter. L'an dernier, on a fini 24e comité français sur 26. Donc, reconnaissez qu'au niveau dirigeant, en tant que responsable, je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible, c'est pas de votre faute, c'est pas de la faute des entraîneurs, c'est de notre faute à tous, y compris de la mienne. Je prends ma part de responsabilité. Donc aujourd'hui, on veut mettre les moyens, Moi, je souhaiterais, mon objectif, c'est que vous finissiez dans les 15 premiers comités français. Et là, je dirais, vous avez rempli, si vous allez au-delà, ça sera la cerise sur le gâteau, mais je pense que vous pouvez y arriver, vous avez des qualités, vous avez bien travaillé, donc je vous demande de travailler plus. Et l'année prochaine, c'est terminé dans les 10 premiers. Si on va au-delà, ça sera encore mieux. Mais si on termine, ça récompensera tout le travail que vous faites, que font vos éducateurs, et y compris les encadrements du comité. Donc je vous demande d'être sérieux et puis de travailler, et qu'au niveau des matchs de TADI, eh bien que l'on représente loin le comité de Romardèche, et en plus sachez que vous jouez aussi votre avenir. Hein. Ceux qui avaient des grosses qualités là, parce qu'il y en a, vous avez des qualités, hein, tous, quelles qu'elles soient physiques, techniques ou autres. Mais si vous voulez percer, c'est à travers les sélections des TADI aussi que vous serez retenu. Hein. Vous êtes supervisé, c'est là que vous risquez de percer, plus que si vous jouez en telière, en balandrade ou en flipono. Hein. C'est là que vous serez supervisé par les techniciens de la fédération. Donc je vous demande d'être vigilant, de bien accepter ces sélections, de faire des efforts, d'être sérieux dans votre préparation physique. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne année scolaire et plein de réussite. Et je vous souhaite bonne chance pour la saison. Être président, Jean-Marc, c'est aussi avoir un rôle éducatif? Tout à fait. Je crois que dans le rugby, et peut-être plus qu'ailleurs, si on ne rappelle pas certaines valeurs de la vie de tous les jours, on aura fait fausse route. Aujourd'hui, accompagner des jeunes et les amener au plus haut niveau sportif, c'est bien. Mais aujourd'hui, on n'est encore pas des marchands de viande et on est là pour accompagner nos jeunes, que lorsqu'ils auront terminé leur carrière sportive, que ça puisse déboucher sur une carrière professionnelle. C'est indispensable, on ne peut pas séparer les deux. Bien, alors effectivement, tu as répondu en partie à cette question que j'avais envie de te poser en lien avec la formation des jeunes. Justement, où en est-on aujourd'hui sur le plan des résultats en Dromardèche? Alors au niveau des résultats, eh bien, c'est pas ce que j'espérais. Pour différentes raisons. Je ne vais pas chercher des excuses. Peut-être que certains de nos encadrements ont privilégié peut-être plus d'intérêt avec les équipes de Rovaltin qu'avec les sélections du comité. C'est le premier point. Mais secondo, on est tombé dans une poule très très difficile avec l'Auvergne, où l'Auvergne va chercher des jeunes, on peut dire presque dans un rayon de 500 km² avec la SM. Donc on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter quand on joue leur niveau 2. Ils ont quelquefois des internationaux, soit en moins de 17, soit en moins de 18, qui jouent contre nous. Donc on n'est plus du tout dans la même catégorie. On a le Languedoc, c'est exactement pareil, où il y a un vivier depuis de nombreuses années, où ils ont des clubs pro, ils ont un nombre de licenciés supérieur. Bon, chez nous, il y a 10 000 licenciés qui pratiquent le rugby. En Auvergne, il y en a 17 ou 18 000. Et dans le Languedoc-Roussillon, c'est à peu près pareil. Et avec plusieurs clubs pro que nous, malheureusement, nous n'avons pas. Et c'est là où il faut que l'on s'attaque aujourd'hui à faire quelque chose. Bien, merci pour cette réponse. Gilbert, tu voulais peut-être intervenir Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Monsieur le Président, on sait que les jeunes, il est très difficile de les garder au comité de Romardèche. Moi, j'ai pu le vivre personnellement, puisque la génération de mon fils, il y a eu pas mal de joueurs qui sont partis. Aujourd'hui, on a la chance, effectivement, après plusieurs années d'absence, ils reviennent petit à petit dans différents clubs du comité de Romardèche. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une politique qui a été mise en place justement par le comité de Romardèche pour essayer de garder ces jeunes ?
Ou on est toujours dans la même situation où à tous ces jeunes qui s'en vont essayer sous d'autres cieux, et comme tu viens de le dire, avec les clubs professionnels qui sont autour du comité de Romardèche. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques jeunes qui partent. Il y en a très peu, surtout pour jouer au plus haut niveau, puisqu'on a une convention avec le Loup et le FCG. Donc nous, notre vocation, c'est d'accompagner les jeunes au plus haut niveau, tant au niveau scolaire qu'au niveau du rugby. Les joueurs qui quittent le comité aujourd'hui se comptent sur les doigts de la main, donc on en a très peu, alors qu'il y a quelques années, on avait jusqu'à 30 joueurs, voire peut-être plus, qui quittaient notre comité pour aller dans les grands clubs et qui malheureusement arrivaient, faisaient souvent banquette, avaient peu de temps de jeu, et donc tout le travail réalisé dans les clubs, eh bien, ça tombait à néant, parce que si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas progresser, et lorsque vous ne rencontrez pas des équipes de haut niveau. Donc aujourd'hui, je veux dire qu'on a réussi à garder nos jeunes le plus longtemps possible. Et quand on regarde au niveau de la DTN, puisque moi personnellement je suis en tant que président de comité, je suis assez proche de la DTN, et en plus j'apprécie beaucoup le nouveau DTN qui a été nommé il y a quelques mois. Et si on veut aller comme certaines disciplines sportives, ce que font certaines disciplines et leur politique, c'est un échec. C'est un échec. Aujourd'hui, je ne vois pas comment un jeune qui va partir à 13, 14 ans, voire même 15 ans, va partir de son cocon familial, va partir très loin de chez lui, va arriver à percer au niveau du plus haut niveau. Il faut savoir que les résultats positifs au niveau du football, par exemple, c'est 1 voire 2% maximum. Merci. On va passer, Jean-Marc, si tu le veux bien, on va poser une question à Jean-Pierre Vessière, qui est ici présent. Déjà, Jean-Pierre, bonsoir. Bonsoir, Roger. Jean-Pierre, est-ce que, en tant que vice-président du RCAV, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les téléspectateurs de Mistral TV ? Bon, d'abord, je voudrais dire que je remplace le président Christian Manin qui n'a pas pu venir. Il est pris par ses obligations professionnelles. Le rugby, il y a 65 ans que j'y suis dedans. Je suis tombé, disons, quand j'étais jeune dans la marmite. Et depuis, eh bien, on continue parce que c'est une passion. Et puis, c'est un sport que j'aime beaucoup. J'ai joué, j'ai été entraîneur, et puis voilà. Et puis maintenant, je suis vice-président d'Aubenas. Voilà. Merci Jean-Pierre. On va regarder une première vidéo, Jean-Pierre, si tu veux bien, mais c'est une vidéo aussi qui pourrait intéresser Jérémy Braille, présent, puisque il s'agit bien évidemment d'un jeu et du jeu préféré, moi j'ai envie de dire, du RCAV. Mais je vous en prie, on va regarder un petit peu cette vidéo et on va débattre dessus. Une mêlée de Paris. Introduction pour le RCAV sur une mêlée à 10 mètres la ligne de but. Oh là 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 là, et c'est une poussée extraordinaire du RCAV là qui vient. Oh là là, C'est l'essai du 19. Non mais le problème c'est qu'on va y aller devant. C'est la stratégie. Regarde, on va y aller devant et là on y va. Là on est quasiment en dame. On est en dame. Là l'arbitre ne peut pas faire autrement. Et je vous l'avais dit, c'est le pénalité. Voilà. Et c'est parti. Devant plus de 2500 spectateurs. Allez. C'est parti. Oh le pack là d'Aubenas là. avance. Le pack Oh d'Aubenas là avance. là là. Le pack d'Aubenas avance. On va à dame. Là, Oh le pack là d'Aubenas là. avance. On va à dame. Oh, il y a attention, essai. ça y est. Il y a essai. Et voilà, donc c'est tous ces ingrédients-là. Vous voyez, le public là, applaudit, encourage Aubenas dans cet ultime assaut. Dans les 45 mètres de Montauban, cet ultime assaut pour essayer d'arracher la victoire. Allez, on introduit et ça, c'est une paire de manches. Il Il y a pénalité pour Aubenas, normalement, la pénalité d'Aubenas. La pénalité pour Aubenas. Voilà, oui, on contourne de la défense là pour l'instant. Cette deuxième mi-temps, notamment devant, par nos avants. Allez, introduction, ça y est, ça se joue maintenant, on pousse du côté d'Aubenas, on tente effectivement l'introduction et hors-jeu de position, on vient récupérer la balle alors qu'on ouvre à droite, et c'est le premier essai. Le premier essai du 14. Le 14 vient de mettre le premier essai pour Aubenas avec Nicolas Roland qui marque cet essai. Voilà, donc vous avez pu observer le dernier essai, c'était contre Montauban l'année dernière en quart de finale du championnat de France, si mes souvenirs sont bons. Alors justement, au sujet du jeu des avants, de la conquête jusqu'à la récupération du ballon, qu'est-ce qui fait que sur plusieurs saisons déjà, nous observons un impact fort sur le plan de la mêlée? Ce que je voudrais dire, c'est que la culture albenacienne a été toujours le jeu d'avant. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des décennies.
Aubenas a toujours eu un pack extraordinaire. Alors, là, ensuite, je passe la parole à mon ami qui, lui, va vous dire exactement ce qui se fait, peut-être à l'entraînement, le travail qui est fait, et puis aussi pourquoi cette mêlée albenacienne est irrésistible, finalement. Jérémy. Bonsoir. Donc ouais, c'est vrai qu'à Aubenas, la culture des avants est très importante pour le public. Après, c'est un travail qui a été mis en place depuis 3 ans par notamment Sébastien Foissier, qui est l'entraîneur des avants, et Marc Reynaud, qui, je pense, a su aller chercher les joueurs qui étaient capables de faire des mêlées comme on vient de les voir là. Des joueurs, je pense qu'à Guillaume Guarez, Mehdi Merabé et d'autres que je ne citerai pas. C'est des heures d'entraînement. La mêlée, on en fait 2 fois par semaine, voire 3 fois. Après, c'est des détails, c'est de la technique. Moi, je joue 3e ligne, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler de la mêlée, mais c'est vrai que ça a une place importante dans notre planning de la semaine. Et on essaie de s'adapter le plus possible aux adversaires qu'on rencontre. Parce que là, c'était une compilation, mais c'est pas tous les week-ends comme ça quand même. Il y a bien sûr des équipes qui nous posent des problèmes, notamment le dernier match à la maison contre Chalon, où on a pris un essai de pénalité en mêlée. Mais c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose sur lequel on fait vraiment l'effort, comme d'autres clubs, ça peut être la touche ou le jeu de 3/4. Ça fait partie de la culture et de ce que veut le public aussi. Parce qu'on est aussi là pour jouer pour notre public et puis voilà, on prend beaucoup de plaisir à enfoncer les mêlées quand on y arrive. Marc Reynaud arrive à entretenir justement cette culture-là dont tu parles, dont Jean-Pierre parle. Ouais, bien sûr. Marc Reynaud et Seb Foissier, les deux, donc le manager et l'entraîneur des avants, mettent très souvent l'accent là-dessus, nous le rappellent, nous le rabâchent et puis même nous, quoi. C'est quelque chose auquel on pense toutes les semaines. C'est autour de ça qu'on va dire que c'est la base de notre jeu. Après, pour rivaliser et produire un rugby complet, il faut amener d'autres ingrédients. Mais on va dire que la mêlée, c'est notre gros point fort. Donc on n'a pas le droit de se tromper à ce niveau-là, quoi. Sinon, voilà. Et on le voit chaque dimanche en tous les cas. Ouais, on le voit chaque dimanche. Ouais. Bon. Gilbert, tu voulais un peu réagir là sur... Enfin oui, aujourd'hui effectivement, moi c'est vrai que j'ai rencontré le club d'Aubenas depuis mon jeune âge, hein, Jean-Pierre aussi, puisque Aubenas a évolué en Pro D2, donc aujourd'hui on est sur l'échelon inférieur, et effectivement déjà en Pro D2, il y avait un paquet d'avant qui était irrésistible, mais dans l'état actuel des choses, j'ai pu constater moi de mon côté que lorsque la mêlée avançait, il y a des fois souvent de la précipitation, il y a des mauvais choix qui sont faits. Mais lorsque la mêlée est contrée, j'ai l'impression qu'à Aubenas, on perd un peu son latin. On ne sait plus comment jouer et on s'embrouille les pédales et les résultats ne sont pas là. On voit que les essais n'arrivent pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait de la part de Marc Reynaud en disant, voilà, on sait qu'on peut être contraint en mêlée, et quelles sont les solutions qui sont apportées pour pouvoir justement essayer de développer un rugby un peu plus attrayant, entre guillemets. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, quand on n'est pas bien mêlé, on a du mal à trouver des solutions, mais je trouve que c'est de moins en moins le cas, notamment depuis l'arrivée de Konrad Stolz, l'entraîneur des 3/4. L'effectif de nos 3/4 aussi qui s'est un petit peu développé avec des nouveaux joueurs qui ont pu apporter ce qui manquait, les joueurs qui étaient déjà en place qui ont su progresser et être attentifs au discours de Konrad justement. J'ai l'impression que ça va beaucoup mieux derrière. On peut le voir sur les derniers matchs où nos 3/4 ont marqué pas mal d'essais quand même. Et c'est vrai que notamment contre Chalon où on a été un petit peu bougé en mêlée, les 3/4 ont su prendre le relais. Après, ça a été un problème pendant un petit moment. On a su en discuter, chercher les solutions, tous les joueurs, tous les entraîneurs. Et je pense qu'on a quand même franchi un cap à ce niveau-là. Donc je parle pour les 3/4. Mais trouver d'autres solutions, même devant. Parce que le jeu d'avant, c'est pas que la mêlée non plus. Je trouve qu'on a une touche quand même assez performante où on fait les stats. Sébastien Foissier fait les stats après tous les matchs. Et on a quand même un gros pourcentage de touches gagnées.
Donc on y travaille, on progresse petit à petit et voilà, je crois que ça va mieux. Ouais. Il y a effectivement, donc, c'est un peu le point fort du RCAV aujourd'hui, cette mêlée, mais on a pu observer parfois des petits faits de jeu qui ont été intéressants, mais qui n'ont pas été et qui n'ont pas forcément penché en votre faveur. Je vais vous inviter vraiment à regarder cette vidéo et on interagira après, si vous voulez. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Extraordinaire, le numéro 11 là, Dupont, ce qui est très rare, mais le numéro 11 Dupont qui a réussi à contrer la tentative de transformation. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Voilà, donc voilà, même moi dans ma carrière d'arbitre, je crois que je l'avais vu qu'une seule fois. Et ben voilà, pour ta carrière de commentateur sur Mistral TV, c'est la deuxième fois et moi c'est la première fois. Voilà. Donc bravo à ce joueur, je ne savais même pas que c'était toléré. Voilà, enfin, légal. Seulement sur les transformations, où on peut monter pour tenter de contrer le botteur. Lorsqu'il a commencé sa prise d'élan et on peut monter pour contrer. Voilà, donc on a pu remarquer Jérémy Bourlon rater cette transformation. C'est une transformation contrée par Dupont, donc le joueur romanais. Qu'est-ce qui s'est... Alors, c'était une question qui était adressée normalement à Jérémy Bourlon, bien sûr. Mais quand même, comment vous avez, depuis le terrain, pu prendre ce fait de jeu finalement? Comment vous l'avez ressenti? Moi j'étais en tribune, parce que j'étais suspendu pour ce match. Mais sur le coup, j'étais choqué, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Et après coup, à la vidéo, on a vu qu'en fait, Jérémy, je pense qu'il a pris un peu trop d'élan par rapport à la distance de la transformation. Il a piétiné, c'est-à-dire que lorsqu'il a piétiné avant de prendre sa course d'élan, il a fait 2-3 pas. Il a fait un double sur pas place, avant de démarrer. Voilà. Ce qui a fait que Dupont est monté comme un frelon dans le jargon et il a pu contrer. Dupont qui est monté très très vite et qui s'est détendu et voilà, il a contré, mais c'est rare. Puis de toute manière, c'est pas à cause de ça qu'on perd le match. Hein, mais c'était 2 points. Non, parce qu'après ces 2 points, on sait qu'on les a pas et il reste du temps. Hein. C'est pas pour ça qu'on perd le match, mais sur le reste, après, on peut pas en vouloir à Jérémy Bourlon qui sort des matchs monstrueux et qui est quand même très régulier au pied. Ça, c'est plus marrant qu'autre chose après coup. Quoi. Ouais, ça arrive au plus grand, de toute manière, de passer à travers certaines rencontres au niveau des botteurs. Donc c'est pas que Jérémy. Ça a eu le mérite de nous faire sourire ce soir, et de faire le tour des réseaux sociaux aussi. Ouais. Jean-Marc, tu avais déjà vu ça, toi, dans ta carrière de joueur? Non? Jamais. Et moi, je me suis posé la question, me demander si le joueur qui a contré était peut-être pas partie limite, peut-être aussi. Hein. Ah, je sais pas. Non, parce que Jean-Marc, j'ai regardé plusieurs fois. On a regardé plusieurs fois avec Roger. Et effectivement, c'est ce que disait Jérémy, on le voit sur la vidéo lorsqu'il a commencé à piétiner sur place. Il a eu 3 piétinements sur place. Donc à partir du moment qu'il a bougé, le joueur peut monter pour contrer ce ballon. Et effectivement, la distance qu'il avait prise, je pense que si c'était reculé de 2 mètres ou 3 mètres, il aurait pu. Et quand je parle de l'anecdote, moi, que j'avais vécu, c'était un jour de grand vent où le botteur avait posé son ballon et au moment où il a commencé sa course d'élan, le ballon est tombé, il l'a ramassé, mais il a pour taper en drop et c'est un joueur qui avait pu contrer. Mais il y a eu un temps qui a été beaucoup plus long puisqu'il a fallu qu'il ramasse son ballon. Mais là, effectivement, en contre direct, c'est la première fois et grâce à Jérémy, et on le remercie, on a pu observer ce fait de jeu. Bien. D'autres qui veulent intervenir sur ce fait de jeu? Jean-Louis, Alain? C'est peut-être à joindre au bêtisier du sport. Voilà, peut-être. On va y penser en tous les cas. On a déjà eu un grand moment. On a eu un arbitre qui a mis un carton rouge au pompier et à son épouse. Oui. On pourrait le faire passer, ce Oui, il y a quelques années en arrière, oui. Alors, avant de poursuivre les interviews, aujourd'hui, on va vous faire découvrir un jeune artiste de la région. C'est le groupe Walter Benjamin. Alors, Walter Benjamin, il s'appelle Olivier. Et ce soir, il va nous interpréter un certain nombre de chansons qu'il a composées. Il va s'installer doucettement, on va dire, avec son groupe. Enfin, c'est avec une deuxième forme, un groupe spécial. Bonsoir tout le monde. Alors, je vous ai interprété un premier titre pop-rock qui s'appelle I Don't Need. I Don't Need. C'est en anglais.
On vous applaudit, non? On vous applaudit, ouais. Allez. Yes. Ouais, David. I've been watching every sign on both sides of the road. I've been questioning myself again. And I don't need to all this, self-deception and the rest. I've been searching in the depth of the brown blue eyes, how to come up with the depth, how to come along the fences down. I've been looking for a different way, and I don't need you to want this, and I don't need you to be upset, and I just need you to jump on this, never have to press reset. My heart is beating so hard, my heart is beating so hard, so you can call it hard. She won't rest upon my chest. This time, this could be our time, she says. This time we could be on time. This time, this could be our time, I know. This time we could be on time, and I don't need you to want this, and I don't need you to be upset, and I just need you to jump on this, to get over our loneliness. I've been kicking and shaking by the stroke of life, asking too much to myself. I've been looking for the let it go, the laissez-faire. Why I found it so it's so unfair, and I don't need you to want this, and I don't need you to be upset, and all I need is to jump on this. I'd rather be a straight than late, and I don't need you to want this, and I don't need you to be upset, 'cause all I need is to jump on this. I wanna feel my home, my home, emptiness. Merci, merci. On applaudit les guitaristes surtout. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bravo Olivier, bah tu viens. C'est vrai, j'arrive. T'es le 13e invité. Dis donc, Walter Benjamin. Ouais. Donc tu t'appelles Olivier. Le Ouais. groupe s'appelle Walter Benjamin. Ça fait un peu Franz Ferdinand, ça, non? C'est pas. Ça fait un peu quoi? Franz Ferdinand. Ouais, c'est vrai, c'est des gens qu'on aime beaucoup, qui nous inspirent beaucoup. Bon, enfin, nous, c'est un peu comme Mistral TV, ces petits projets sympathiques. Ah bah, projet sympathique, oui. Sympathique, voilà. Bon, ce nom, il vient d'où? Parce qu'il y a un Walter Ferdinand. Non, Walter. Bah, ce nom, Walter Benjamin d'un c'est. groupe. Bah, on a changé 3 fois de nom, c'est un peu compliqué ces histoires. Walter, c'est un très très vieux prénom celte qui date de l'an 500 environ. Et puis en fait, Walter Benjamin, c'est un célèbre critique d'art. Bon, il faisait pas de rugby, c'est vrai, hein, ça c'est sûr. Ouais, et donc, c'est de la musique celtique. C'est de la musique celtique, ça. Non, ça c'était du pop rock. Et après, on va vous jouer des trucs un tout petit peu plus remuants, quoi. La musique sur laquelle vous êtes tous arrivés tout à l'heure. Alors, moi, j'ai ouï dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, qu'à la ville, vous étiez cadre dirigeant dans un gros cabinet lyonnais de conseil en management. Alors, Ouais. Comment peut-on, à ce point-là, en arriver là? Non, comment est née cette Comment on fait passion? ça? Voilà, comment on fait ça? Comment on Bah, peut quand lier on les se fait deux? chier, non, excusez-moi les gens du boulot, ça va être dur après. Non, mais bon, voilà. Mais voilà quoi, justement?
Moi, j'ai toujours eu besoin que ça bouge. Bon, bah là, il y a plein de rugbyman, alors ils me comprennent. Hein, que ça bouge, que ça pète, que ça saute. Donc, au boulot, je n'ai pas ma dose, ni de ça, ni de créativité, disons. Donc, il me faut un peu de musique. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même... c'est assez récemment que vous avez pris la liberté de faire ça. Et Ouais. là, c'est bien d'être passé sur Mistral TV parce que vous êtes en recherche de concerts. Ben oui, on est tout à fait. On a beau être soutenu par des gens sympas, comme mon grand pote Cali. Il faut qu'on trouve des dates de concert parce que voilà, c'est tout, c'est la vie. Ah bah Cali, ça nous intéresse. Mais on en discutera tout à l'heure. Ok. La formule, les filles qui t'accompagnent, c'est tout le temps ou c'est juste pour ce soir? Non, c'était spécial pour les rugbyman. Mes musiciens se sont perdus, alors... Bon voilà, j'espère que vous avez trouvé ça sympa. Oui, et à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci. Je te rends le micro, la parole. Merci Olivier. À tout à l'heure. Bien. On va poursuivre dans le monde du rugby, bien évidemment. Moi, j'avais envie maintenant de m'adresser à toi, Alain. Et puis à toi, Ludovic aussi. Puisque j'aurais aimé déjà que pour les téléspectateurs de Mistral TV, vous vous présentiez. Alors, Alain, peut-être commencer. Je suis arrivé dans ce club en 1981 comme joueur. Depuis, j'ai tout fait. J'ai joué, j'ai entraîné les jeunes, j'ai entraîné les seniors. Et un jour, je me suis retrouvé à la présidence. Voilà. Donc, puis, on était à l'époque en Fédéral 3. Donc, j'ai eu la chance de vivre 2 montées. C'est-à-dire une montée Fédéral 3, Fédéral 2. Et l'an dernier, cette magnifique saison qui nous a amenés en Fédéral 1. Alors c'est un petit peu aussi grâce à ton club que Mistral TV s'est fait connaître, hein, puisqu'on était présent notamment sur ce superbe match que vous avez réalisé, ce match retour contre Château-Renard. On va y revenir. Ludovic, est-ce que tu peux aussi peut-être un petit peu te présenter pour qu'on découvre qui est le capitaine du RCT aujourd'hui? Bonsoir à tous. Je m'appelle Ludovic Zanini, je suis capitaine du RC Tricastin. Donc ça fait 2 ans que je suis arrivé au club, au RCT. Donc voilà, comme a dit le président, j'ai pu vivre la montée de F2 à F1 l'année dernière, donc avec de grandes émotions. Bon, cette année, une saison un peu plus compliquée dans cette terrible fédérale 1, on va dire. Mais bon, on prend du plaisir, on acquis de l'expérience. Le club a acquis de l'expérience aussi en fédéral 1, malgré nos résultats qui sont pas très très bons, on va dire, et par rapport à notre classement. Mais bon, en 1 an de fédéral 1, le club a gagné en 10 ans d'expérience, je pense. Parce qu'on a pu voir ce qui se faisait de mieux en fédéral 1 avec nos collègues du ROC de Bedin et de Romans. Donc voilà, on verra bien pour l'année prochaine, la saison en fédéral 2, comment ça va se préparer. Allez, on va faire un petit retour en arrière par cette vidéo que nous avons dans nos archives maintenant sur Mistral TV. Alors on ouvre encore, très jolie zone, très belle ouverture là sur le côté alors que... Et c'est un essai. Essai magnifique. Essai de Tourneau. Magnifique. Superbe essai avec une très très jolie, très très belle ouverture là. Le Château-Renard qui est un petit peu perdu par l'abnégation de ce joueur du Tricastin qui ont été très revanchards avec un... C'est magnifique là, c'est magnifique ce que fait le Tricastin actuellement, c'est sensationnel. C'est 100% de réussite pour l'instant. Hein. Allez, on va regarder un petit peu cette transformation qui aggravera forcément le score. Gomez s'élance, tire, et c'est superbe. Et ça passe, magnifique. Bravo à Gomez. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de revoir ce genre d'image, hein, Ludovic, Alain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est vrai que là, en plus, c'est un moment très important du match. Je crois que c'est l'essai du bonus qui nous fait passer devant et qui nous permet justement d'accéder en fédéral 1 et surtout de renverser une situation qui était très compromise par rapport au match aller. Alors justement, qu'est-ce que l'on ressent après un tel match? Sur le plan de l'émotion, sur le plan de la fatigue, qu'est-ce que... T'es vidé, parce que je crois que... Et puis tu vas voir au moment de l'interview, tu me dis, je me souviens plus du match.
Ouais, c'est vrai qu'on est passé un peu par toutes les émotions. Ça avait commencé le dimanche d'avant, surtout à Château-Renard, où on avait pris une belle déculottée. On a pris une leçon de rugby. Et voilà, Château-Renard avait été meilleur que nous et il nous avait infligé plus de 20 points d'écart, je crois. Ouais, il y avait 34 à 13. Donc, voilà. 28 à 12, pardon. 28-12. match Donc, aller. Voilà, on avait pris une belle leçon de rugby. Et c'est vrai qu'après ce match-là, en fait, c'est toute la pression de la semaine qui retombe. Et après, c'est aussi tous les efforts de la saison qui sont récompensés par cette qualification au coup de fil final. Alors, Alain, comment arrive-t-on à remobiliser ces troupes avec un tel handicap, justement? On parlait de cette défaite du match aller la semaine précédant cette rencontre. Vous perdez donc 28 à 12 et vous remportez le match retour 34-13. Comment on remobilise ces troupes? Ça a été très simple. Je dirais que le club de Château-Renard nous avait donné tous les ingrédients pour cette révolte. Simplement, là-bas, on a été très mal reçus, ça s'est mal passé, hein. Donc les joueurs, les supporters étaient très revanchards. Les joueurs, nous on avait une équipe qui était très fière, très sûre d'elle, et ils étaient passés complètement à côté du match. Donc il n'y a rien eu besoin de dire. Il suffisait de les voir à la fin du match, de voir qu'ils étaient en colère, de voir qu'ils avaient eu honte de leurs prestations. Et tout simplement, ils se sont remobilisés tout seuls, hein. Nous, on n'a rien eu à dire. Il y a juste, tout s'est fait par des regards, par des tapes sur le dos, par boire un verre ensemble, tout simplement, sans cri, sans rien du tout. Tout le monde s'est remobilisé tout seul, tous les joueurs, pour ce qui a été pour moi un des plus beaux matchs que j'ai vécu à la Cité 3, parce que je crois que là, tout le monde était en communion, ça a été une vraie fusion derrière l'équipe. Et bon, on a renversé ce match alors que normalement c'était pas possible, mais tout le monde en était persuadé. Le pire, c'est que tout le monde dans la semaine était persuadé, tous les joueurs, tous les dirigeants, qu'on allait le faire, parce que il y a des choses qui se sentent et qui ne s'expliquent pas. C'est comme ça, hein, c'est le sport, hein. C'est le sport, tout à fait. Alors justement, cette année maintenant, vous l'avez mérité, cette place en Fédéral 1. Malgré tout, vous rivalisez avec les plus grosses cylindrées de ce championnat de Fédéral 1. Qu'est-ce qu'il manque finalement à ce club-là pour tenter un peu de remporter ses victoires, un petit peu comme contre celle de l'US Céloise? Je pense qu'il nous manque tout simplement de l'expérience. Parce qu'on n'avait pas du tout programmé d'être à ce niveau-là. Et il y a des joueurs qui jouent avec nous, qui jouent en honneur, donc on franchit tous les étages. On est resté que 2 saisons en Fédéral 2, donc voilà, on n'était pas prêt, c'était pas programmé, donc l'expérience manquait. Il manque aussi le nerf de la guerre, il manque un peu de budget pour pouvoir un peu plus de joueurs. Je dirais que la qualité de nos joueurs et de nos staffs n'est pas en cause. Aujourd'hui, simplement, ils ne peuvent pas s'entraîner, ils ne peuvent pas travailler comme les autres clubs, parce que tous ont un emploi pratiquement. Donc sur l'enchaînement des matchs, on le paye. C'est-à-dire que sur une série de matchs, où le premier match, on arrive à rivaliser avec n'importe qui, le deuxième un peu moins, et le troisième pas du tout, parce que les joueurs sont fatigués, sont blessés, on n'a pas suffisamment de joueurs pour alimenter l'équipe 1. Ludo, tu confirmes un petit peu? Oui, ouais. Tout à fait, je rejoins ce que dit Alain. En fait, l'année dernière, on est monté de Fédéral 2 à Fédéral 1. Ça nous est arrivé un peu, pas par hasard, mais c'était vraiment pas prévu. Et généralement, on peut se rendre compte qu'à notre niveau, Fédéral 2, Fédéral 1, il y a vraiment un monde d'écart, moi je pense. Et les équipes qui arrivent à exister en Fédéral 1, c'est les équipes qui arrivent à se préparer. C'est un peu comme la charnière Fédéral 1 Pro D2. Hein. C'est les équipes, c'est du travail sur 3-4 ans, avec des efforts. Donc, nous, on n'était peut-être pas forcément prêts, mais bon, les dirigeants ont su trouver, comme a dit Alain, les fonds nécessaires, parce que nous, on avait validé la montée sur le terrain. Après, les dirigeants, ils ont fait un gros travail pour trouver les fonds et trouver des sponsors. Donc, d'abord, il faut les féliciter, parce qu'il fallait trouver, je ne sais pas combien de milliers d'euros en quelques semaines. Donc, félicitations à eux. Et après, oui, c'est vrai, après, il manque un peu je pense que le niveau, on l'a, niveau fédéral, on l'a. Mais il nous manque 3 à 4 entraînements de plus par semaine, comparé à des clubs comme, je sais pas, Aubenas, le rythme d'entraînement qu'ils ont au Roman. J'ai discuté un peu avec Ferdi Bézère avant le débat. Voilà, ils ont 4 ou 5 entraînements de plus collectifs que nous. Donc au bout d'un moment, c'est dur de pouvoir rivaliser avec eux. Alors,
J'avais aussi cette question. Quelles impressions vous avez à ce jour concernant le championnat de Fédéral 1 par rapport, et la différence par rapport au championnat de Fédéral 2? Quelles sont vos impressions sur cette année? Par rapport aux sportifs, je pense qu'Aubenas il serait embêté en Fédéral 2 parce que les mêlées ça se pousse pas trop. Donc ouais, la grande différence c'est que déjà les mêlées ça se pousse pas. Et après le jeu va beaucoup moins vite et les impacts sont moins durs en Fédéral 2 qu'en Fédéral 1. Donc voilà, dans ce que je disais, c'est que le jeu va beaucoup plus vite et les impacts sont plus durs. Et après, on peut se permettre de faire certaines choses au niveau du jeu en Fédéral 2 où ça peut passer, ou du moins on peut marquer, alors qu'en Fédéral 1, on a une marge d'erreur qui est beaucoup plus minime. D'accord, oui, tu confirmes, Alain, effectivement, la vision de Ludovic. Oui, au niveau du jeu, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, hein, ça va beaucoup plus vite. Et après, au niveau des structures aussi, on a été reçus par des clubs, on apprend tous les jours comment s'organiser les clubs en termes d'infrastructures, de terrain d'entraînement, tout ça, parce que nous quand même, on est en Fédéral 1, on a un stade pour tout le monde, on n'a même pas de terrain d'entraînement. Donc tout ça fait aussi que par moment, on n'a même pas pu s'entraîner. C'est-à-dire quand il a fait mauvais, et les joueurs se sont entraînés sur le parking. Pour recevoir Romain, on ne s'est pas entraîné. Donc au bout d'un moment, on le paye, quoi. Tout à fait. Gilbert, tu avais peut-être un petit peu envie de réagir. Ils ont déjà répondu à une question que je voulais leur poser, la sensation qu'ils avaient justement avec cette différence qu'on a entre la Fédérale 2 et la Fédérale 1. Mais aujourd'hui, il y a une expérience. Le RC Tricastin vient d'acquérir une expérience en Fédérale 1. On sait que la descente, elle va être là à la fin de la saison. Est-ce que dans les objectifs du club, aujourd'hui, le club du RC Tricastin envisage justement de refaire une expérience en Fédéral 1, passer peut-être 1-2 saisons en Fédéral 2, ou j'espère pour vous qu'une seule, et peut-être se restructurer et préparer justement une future montée éventuelle en Fédéral 1? Je dirais qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour exister en Fédéral 1. Donc l'objectif, c'est de travailler sur 2-3 saisons pour structurer vraiment le club et essayer de revenir. Encore une fois, je le dis, il faut un budget, il faut des infrastructures. Donc on y travaille, on a des rendez-vous avec les mairies pour faire avancer le club en termes de terrain, de lieux d'accueil pour les supporters, de lieux d'accueil pour les équipes qu'on reçoit, parce qu'aujourd'hui, on les reçoit sous un chapiteau, et je dirais que c'est un peu juste. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on mette en musique, qu'on crée des nouvelles ressources pour pouvoir avoir un bon budget, pour pouvoir avoir après des joueurs qui correspondent, plus de joueurs qui correspondent à la Fédérale 1. Mais remonter tout de suite dans les mêmes conditions, c'est compliqué parce que je ne suis pas sûr qu'on tienne, parce que le niveau de la Fédérale 1 est très haut, et je pense qu'il va encore, l'année prochaine, il sera encore plus dur. Oui, effectivement, je pense que le fossé est en train de se creuser de plus en plus entre la Fédérale 1 et la Fédérale 2. Si on prend notre poule, Yerkarkeran pourrait être remplacé par Bourgoin. Donc vous voyez un peu... Effectivement. Et oui, c'est là qu'on voit le niveau, effectivement. Ouais. Bien, merci en tous les cas pour ces quelques précisions. J'en viens au ROC là maintenant. Donc, le ROC est un club important aussi dans nos deux départements, puisqu'il s'agit du ROC La Voulte Valence. Jean-Louis et Franck, là, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? On commence par qui, Jean-Louis? On garde le meilleur pour la fin. Donc je vais commencer. Ça marche. Jean-Louis Reyes, je suis président du club de La Voulte Valence, le ROC. Ça va faire la 4e ou 5e saison. Bon, j'étais déjà précédemment président de La Voulte. Voilà, donc je combats régulièrement pour essayer de trouver de bonnes et de belles solutions pour que notre rugby dromardéchois et notre rugby en général puisse prospérer. Voilà. Bon, en tous les cas, tu y arrives. Tu y arrives. Oui, avec peine, mais on y arrive toujours. Il faut toujours être un combattant. Il ne faut jamais se sentir après en déficit. Il faut toujours avancer. Merci Jean-Louis. Franck, alors dis-nous un petit peu qui tu es. On ne te connaît pas bien finalement. Non, on connaît mon accent qui est forcément pas du territoire.
Moi, je suis biterrois. J'ai, comme beaucoup autour de la table, joué au rugby. Ensuite, j'ai exercé les fonctions de directeur général au sein de la SASP Béziers Rugby, donc à la fois en Fédéral 1 en Pro D2. Et puis, je suis ressorti de ce milieu-là, du monde du rugby, avant que le président Jean-Louis Reyes et les membres du comité exécutif du club me sollicitent et me proposent une émission qui m'a tout de suite intéressé parce que j'ai été séduit par l'intelligence de ces hommes qui ont su dépasser les guerres de clochers pour essayer de mutualiser des moyens et créer un avenir à leur club. Et voilà, donc je suis arrivé en janvier 2014. Et alors, c'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais je crois que beaucoup de gens n'ont pas conscience de la chance que notre club a d'avoir Jean-Louis Reyes président. Et malheureusement, comme souvent, ils s'en apercevront quand il ne sera plus là. Dis donc, c'est un sacré message que tu lances là, effectivement. Bravo. On a peut-être. J'espère que je ne vais pas mourir demain quand même. Non, on ne te le souhaite pas, Jean-Louis, on ne te le souhaite pas. Maël, nous avons peut-être une vidéo là à montrer concernant le rock. Très très belle entrée en matière des joueurs de Châlons et on continue effectivement avec une. On ouvre et c'est le premier essai. Premier essai chalonnais. Magnifique mouvement là, Roger avec un ballon qui sort du rock avec encore cette ouverture de par ce numéro. Oh là là, ça a rentré, deuxième essai chalonnais. Tenter allez avec ce molle qui se forme là et on pousse à nouveau. Allez voilà, c'est fait. Et cette défense qui est très très vigilante là de Châlons. Le ballon qui... Oui, voilà, ça, oui. C'est un essai, enfin. C'est fait. Et pénalité. Allez, on l'attend. Et Alcade qui a joué très très rapidement Et on s'organise, et la poussée, le molle. On se rapproche dangereusement de la ligne d'essai avec un essai collectif peut-être là à mettre sous le coude des joueurs de la Route de Valence. Voilà, on avance toujours. Oh là là, c'est dangereux pour Yerker Karen qui recule. Et là on est dans l'embut. Il faut aplatir. Est-ce que le ballon a été aplati dans l'embut? Et c'est validé. Et on continue à attaquer avec l'Abi maintenant qui vient aussi pilonner la défense du Rock et on vient ouvrir encore avec une belle progression du numéro 17. Rosa. Et on va laisser probablement maintenant, attention. Et voilà qui fait, essai avec la progression de Croza, il me semble, Gilbert. On était malade. Aujourd'hui on est en convalescence. Et je pense que notre guérison se passe bien, quoi. Excuse-moi, tu parlais de convalescence à Romans la semaine dernière. Est-ce que c'est encore le mot qu'on peut utiliser aujourd'hui? On peut le dire, on n'est pas encore guéri, hein. On est encore un petit malade. Puis je crois que des situations comme ça ne nous permettront pas de pouvoir se guérir aussi rapidement. Non, mais ce que je retiens, c'est que quelque part, on a eu une réaction qui a été positive. On ne leur laisse pas le point de bonus défensif. Je pense que quelque part c'est très significatif par rapport à notre situation. J'avais eu à un moment donné, il y a quelques mois, en disant que nous étions malades. Ensuite on est parti en position de convalescence. Je dis aujourd'hui nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Jean-Louis, tu avais un club malade en début de saison, tu l'as dit là effectivement dans ses interviews, il a été convalescent. Aujourd'hui il semble guéri, notamment depuis la victoire à la dernière minute hier à Châlons. Comment expliques-tu concrètement ce renouveau, Jean-Louis? Alors il faut préciser que dans toutes ces 3 phases de guérison, il faut être prudent parce qu'il peut y avoir la rechute. Donc là, on est très attentif aux soins, justement pour que ça n'arrive pas. Quoi qu'il en soit, je dirais que c'est assez surprenant, mais je ne suis pas du tout étonné par rapport à l'effectif. Il manquait peu de choses. Peut-être beaucoup, ça c'est difficile, mais le rugby reste malgré tout un sport où il faut plein d'humilité, de respect, et je crois que les joueurs le prouvent régulièrement. Quand il y a des dialogues et des discussions, je dirais, où tout le monde est en phase avec un objectif commun, je crois qu'on ne peut qu'y arriver. Après, bon, il y a des équipes qui sont forcément supérieures. Ça dépend des capacités et des qualités des clubs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien. On arrive un petit peu à relever la tête, malgré la difficulté où on s'est posé beaucoup de questions en début de saison, par rapport aux résultats.
on va mieux. Franck, comment expliquer qu'avec un recrutement de qualité en début de saison au Rock, il n'ait pas été en capacité de rivaliser avec les autres clubs en ce début de saison? À l'inverse, depuis 5-6 matchs, nous retrouvons un Rock conquérant. Qu'est-ce que tu as à en dire, toi, de... Je crois que l'équilibre d'une équipe est très fragile. Il y a forcément le changement d'entraîneur, même si il faut reconnaître tout ce qu'a apporté Éric Tissot au club. Maintenant, après, c'est pas parce qu'un entraîneur est remercié qu'il est forcément incompétent. Il y a bien de bons entraîneurs qui, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il y a une alchimie qui ne se produit plus avec un groupe, avec un collectif, et il faut mettre fin donc à cette situation. Donc je crois que dans la première phase, il y a eu effectivement un discours qui certainement, et un contenu qui ne convenait pas à des joueurs qu'on est allé chercher sur le niveau Pro D2. Donc avec une exigence de travail qui est plus importante. Donc voilà, et après on a eu l'arrivée d'un nouveau technicien avec Jarry Rossel, qui est arrivé avec une vision du très haut niveau, puisque il avait pris le relais de Didier Nouro et d'Alain Yardé à Montpellier. Il faisait partie du staff qui a maintenu le club en top 14 et, avec une 9e place donc sur la saison 2009-2010. À l'arrivée de Galtier, il a pris un nouveau poste puisqu'il a été donc team manager, donc pas directement lié au sportif, mais il s'est, je dirais, imbibé des connaissances et des contenus d'entraînement de Fabien Galtier. Et aujourd'hui, je crois que ce garçon nous fait profiter à la fois de son envie de réussir. Je crois que vous savez que un bon technicien, c'est à la fois quelqu'un qui a une grande connaissance du rugby, mais qui est capable de fédérer des hommes sur un projet commun et collectif. Et je crois que c'est la grande force de Jarry Rossel. Gilbert, question à nos deux invités là, ici présents du Rock. Oui, j'ai une petite question. Aujourd'hui, on voit des jeunes issus des écoles de rugby, que ce soit de la Voulte et de Valence, qui commencent à intégrer l'équipe première. Donc on en revient. Je vais revenir avec une question un peu similaire à celle que j'ai posée à Monsieur le Président du comité de Romardèche. Mais aujourd'hui, la politique, on se rend compte qu'on arrive à intégrer, et certains jeunes du club arrivent à percer et justement à obtenir ce niveau de fédéral 1 et peut-être au-delà. On voit des jeunes qui reviennent au Rock, qui étaient partis dans les clubs professionnels, dans les filières jeunes des clubs professionnels. Aujourd'hui, au niveau du Rock, la politique avec les jeunes, est-ce qu'elle va être maintenue justement dans cette optique de former des jeunes et essayer de les garder pour justement en faire peut-être demain ou dans un futur plus ou moins lointain le vivier et la future équipe première du Rock La Voulte Valence? Je dirais que c'est avant tout une priorité, de toute évidence. On ne peut pas construire un club avec des joueurs qui viennent de l'extérieur. C'est une composition de beaucoup de choses. La volonté, quand on a eu de rapprocher le club de la Voulte et le club de Valence, certes, c'était avec des ambitions de pouvoir franchir des caps, parce que nous n'avions pas la possibilité de le faire séparément, ni la possibilité, ni les moyens. Il faut quand même être objectif aujourd'hui dans un rugby qui évolue. Et puis également, c'était aussi de permettre de pouvoir former des jeunes et éviter que beaucoup de jeunes partent de qualité. Et puis essayer aussi de reconquérir et de séduire aussi des joueurs qui étaient partis pour revenir. Je crois qu'aujourd'hui, on en a largement la démonstration, puisque de dimanche, on avait pratiquement plus de 10 joueurs issus de la filière formation La Voulte Valence de ces pratiquement 10 dernières années. Et notamment 5 joueurs issus de la filière formation qui ont passé par Ovaltin depuis ces 2 dernières années. Je crois qu'on peut mettre en doute, quoi qu'il en soit, cette fusion, mais on ne peut pas mettre en aucun cas un doute sur cette formation des jeunes, parce que si nous ne l'avions pas fait, peut-être que ces jeunes ne seraient plus là, seraient à l'extérieur. Je crois qu'on y est arrivé, et c'est un enrichissement, je dirais, économique, et c'est un enrichissement sportif également. Je crois que c'est peut-être des actions positives et une des réussites de cette fusion du Rock.
Tu as connu la Fédérale 2, Jean-Louis, il y a 2 ans. Vous êtes remonté en Fédérale 1. Tenir un rythme sur une année pour se maintenir, finalement, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, justement, de cette façon de progresser, la façon dont le rock progresse? Mais je crois qu'Alain Pêcheron a expliqué tout à l'heure la raison des difficultés qu'il pouvait rencontrer avec une accession de Fédéral 2 à Fédéral 1 qui n'était pas forcément bien prévue. Il faut savoir que quand on a créé la fusion La Voulte-Valence, on avait un objectif de 3 ans à monter en Fédéral 1. Et tout ça, malgré les difficultés que ça peut comporter, il y a eu une grande préparation de tout ça. C'est-à-dire que quand nous avons eu la chance de pouvoir accéder en Fédéral 1, nous avions quand même commencé à anticiper sur des préparations de structure, de formation. Donc je dirais que tout ça a fait que ça a pu nous permettre de pouvoir nous maintenir et de pouvoir juger et jauger les besoins et les moyens qu'il devait y avoir pour pouvoir continuer à progresser à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que ça va vite et le décalage devient de plus en plus important. Donc, je veux dire, c'est du travail de longue haleine, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ça se prépare et ça se travaille. De la même façon que nous avons aujourd'hui les jeunes, eh bien, je dirais un club c'est une entreprise avec des contraintes différentes d'une entreprise, mais néanmoins, c'est une entreprise qui se travaille et dans lequel il faut anticiper. Ça fait partie un petit peu du travail de chacun des dirigeants, donc du club du rock. Franck, de ton expérience du Sud-Ouest et de ton arrivée dans ce fief dromardéchois, qu'est-ce qu'il existe comme différence sur le plan rugbystique? Je crois que le rugby reste le rugby. Il y a bien évidemment l'accent, comme le dit le président, mais je crois qu'on retrouve les mêmes similitudes, c'est-à-dire qu'il y a des passions qui sont différentes selon les villes. On vit le rugby à Valence différemment qu'à la Voulte et encore différemment qu'à Romans. Donc je crois que le rugby reste encore une fois le rugby. Les hommes aujourd'hui avec le rugby pro, puisque on parle de Fédéral 1, mais aujourd'hui on est quand même au seuil du professionnalisme avec toutes les contraintes du rugby pro sans les avantages, mais aujourd'hui on a beaucoup de joueurs qui sont issus d'autres territoires, d'autres cultures, et donc ça enrichit aussi nos clubs. Donc voilà, donc je crois qu'il n'y a pas de différence. Je crois que l'autre point commun que l'on peut remarquer, c'est que ce qui fait le charme de ce sport, c'est les hommes qui le composent. Sont des gens avec des personnalités différentes mais toujours très attachantes, et qu'au contact de tous ces gens, de toutes ces composantes d'un club, on s'enrichit jour après jour, et j'ai souvent tendance de dire on est plus intelligent qu'hier mais moins que demain. Merci messieurs en tous les cas pour ces quelques mots. Christophe, je vais te redonner le micro parce que je crois que tu souhaites un petit peu faire intervenir notre ami là. Ah bah oui, je crois que il est temps d'avoir la deuxième pause musicale qu'on avait prévue avec le groupe recomposé donc de Walter Benjamin. On les appelle à la barre, enfin je veux dire on les appelle sur le podium. Donc c'est, je sais pas, peut-être c'est pas Walter Benjamin ce soir, c'est Olivier et les Sirènes, c'est ça? Non, ça reste Walter Benjamin. Ah d'accord. Pas de Sinon, les musiciens vont me tuer, ils vont m'étriper, ils vont me plaquer. Je vais finir écrasé dans la mêlée. Pas de chant des sirènes. Les filles. Ah, ce coup-ci, elles sont là. Pas de chant des sirènes ce soir. Non, ce qu'on va vous chanter, c'est une chanson qui s'appelle Creative Way. Donc c'est... vous allez voir, hein, on a essayé de faire... on a essayé de croiser, on a fait une expérience, on a croisé Dépêche Mode et Muse. Sans prétention, parce que nous, vraiment, c'est tranquille. Mais enfin, c'était ça l'idée. Ok. Bon, je crois que c'est parti. À toi. Donc, le son. Lateral thinking. Lateral thinking. Fine to fine. Fine to fine. Find a way. Gotta find a way.
fine to find a way. Fine, it's fine to find a way out of the way. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Gotta find a fine idea. Gotta find a fine idea. Some creativity could release me. Gotta find a fine idea. Gotta find a fine idea. Some creativity could release me. It's a political matter. It's a political matter. Not a sailor song for dreamers. Definitely not for dreamers. The turn of the century. The turn of the century will be creative or will not be. Turn of the century. Turn of the century will be creative or will not be. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Finally, I find ideas. I find a way of creating. Finally, I find ideas. And in this way, and in this field. Not much to say, so much to feel. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Lateral thinking is what I like most. What I like most. Merci. Oh. Bravo Olivier. Bah reviens Je avec reviens nous. alors. Allez. Mais là je suis mort. Hein. Reviens avec nous un petit peu. On peut pas inviter malheureusement tout le monde à table. Ah, c'est dommage. Il faudra faire ça en off alors. En off. Ah, c'est du sport aussi, hein, les gars. Faut s'entraîner. Faire du footing. Est-ce que tu as des fans déjà, Olivier? Est-ce qu'il y a des gens qui gravent, qui se tatouent Walter Benjamin sur le corps déjà? Ouais, mais enfin, tu sais, on a trouvé le nom il y a une semaine, donc on va être patient. Non, je dis ça parce que tout à l'heure, tu as parlé de Kali. J'avais entendu parler aussi de Dionysos. Ouais. Alors, il paraît que tu es bien encadré finalement pour te lancer là-dedans. Bah, encadré. Tu les as soudoyés ou... Non. Alors bon, c'est vrai que j'habite à Valence, mais je suis catalan, donc moi c'est plutôt l'USAP, quoi. Hein. Je suis désolé. Bon, les pauvres d'ailleurs, ils en bavent. Non, on va voir. Dionysos, c'est Kali. Alors Kali, c'est tout simplement un ami d'enfance de Perpignan. Parce que moi je suis d'un bled qui s'appelle Sournia, bon. Et puis lui il est d'un bled qui s'appelle Vernay-les-Bains, voilà. Et puis Dionysos, ils sont de Valence et bon, c'est un hasard, quoi. Et c'est lui qui nous a présentés, tout simplement. D'accord. Et on est devenus potes. Et en dehors des sirènes qui t'accompagnent, est-ce que tu peux nous parler des vrais autres, tes musiciens? Ouais. C'est un peu toujours la même histoire. Donc j'ai un batteur et un bassiste qui s'appellent Gilles et Jacques et qui ont longtemps joué avec Kali. Et bon, pour moi, c'est rassurant parce que j'ai pas une grande expérience, donc du coup, j'ai des gens super expérimentés. Et après la guitare, on a un très très jeune qui a 21 ans,
qui est de Montpellier et franchement qui a pas mal de talent, qui est multi-instrumentiste en plus. Donc c'est très intéressant. Il joue de la basse, de la batterie, de je sais plus quoi. Et puis le lead guitare, c'est pareil, c'est un ancien musicien de Cali. Alors, je sais pas, j'ai fait les restes. Il me semble que tu as déjà écrit ces dernières années ou ces derniers temps à peu près 70 chansons. Ouais, c'est vrai. Et on fait comment quand on bosse? Ou alors peut-être que tu as pour avoir le temps de créer, déjà avoir l'idée, avoir le temps de faire 70 chansons. Peut-être le week-end. Ben non, en fait, c'est un métier de... Alors, pour moi, c'est pas un métier, mais pour ceux qui en vivent, comme mon pote, c'est un peu un métier de feignant. Tu passes pas beaucoup de temps à écrire la chanson, tu passes beaucoup de temps à la travailler, à l'interpréter, à l'arranger. Et donc, d'ailleurs, il y a David, mon arrangeur, directeur artistique au son, là, ce soir. Ah bah oui, il faut le présenter quand même. Bah ouais. Il est toujours caché, on le verra pas. Hein. C'est ton associé musical, en fait. Ouais, c'est ça. C'est mon alter ego de la musique. Sans lui, tu serais rien. et vice versa. C'est beau. Ok. Bon allez. On te remercie, Olivier. J'en reviendrai. Oui, tu reviendras. Ben, on espère. Préviens-nous au premier concert, puis tu reviendras en fin d'émission chanter seulement. D'accord. On fait comme ça. Je vais rendre le micro. À toi, Roger. Merci Olivier. Merci Christophe. Bien, allez, on va attaquer le 4e volet du club, des clubs en Dromardèche, et on va venir à parler de l'USRP. Maintenant, Jacques et Louis-Ferdinand, bonsoir. Merci d'être venus ce soir sur Mistral Télévision. Est-ce que Jacques et est-ce que Louis-Ferdinand, déjà, vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs? Je suis Jacques Riton, ça fait 4 ans que je suis au club, première année de présidence. Je suis arrivé il y a 4 ans, j'étais partenaire depuis de nombreuses années. Et on est arrivé avec un groupe de collègues industriels pour restructurer un peu le club de Romans avec une logique, comme l'a dit Jean-Louis, d'entreprise, où on a aussi prévu la formation, puisque Romans est un grand club. Enfin, le bassin romanais péageois, il y a plusieurs clubs, il y a 4 clubs. Moi, j'ai joué très longtemps à l'autre club de Romans, Rugby Club, qui est aussi un grand club formateur. Mais il y a Châtillon-Saint-Jean, il y a Saint-Paul et Romans, qui est un club de rugby, et Meux. Donc, dans un rayon de 5 km, on a grosso modo 1100 licenciés qui pratiquent le rugby. Donc, on pouvait créer un vivier de formation. C'est ce qu'on a fait. On a créé cette formation. On a créé un centre de formation. On a une filière jeune qui est très performante. Et on s'est aussi doté de moyens économiques au travers du sponsoring, de l'animation, pour doter le club d'un budget plus confortable qu'il n'avait au départ. On est parti d'un budget de 700 000 € il y a 4 ans pour arriver aujourd'hui à un budget de 2 millions d'euros. Mais là où je ne serais peut-être pas forcément d'accord avec tout le monde, c'est pas forcément la raison essentielle d'une réussite derrière au niveau sportif. Ça fait 4 ans que nous, on a plutôt des déceptions. Une année compliquée encore cette année. Et on était aussi à Romans une grosse culture d'avant, une très grosse culture d'avant, puisque je me souviens, moi, dans ma jeunesse, avoir assisté à des grands matchs de Romans contre Toulon ou contre Clermont-Ferrand, et les Romanais repoussaient largement ces équipes-là. Aujourd'hui, on a un jeu plus complet, mais on souffre un petit peu de déficit chronique au niveau des avants, dans le jeu principalement de jeu de mêlée, quoi. Sinon, le club de l'USRP se porte plutôt bien. Nos équipes de jeunes sont quasiment premières dans toutes les catégories. L'entente qu'on a avec le ROC et le comité au niveau de Rovaltin, qui nous permet de faire jouer nos jeunes au plus haut niveau, ça c'était un souhait de l'ensemble des dirigeants romanais qui sont arrivés il y a 4 ans. Nous aussi aujourd'hui on peut avoir pas mal de jeunes dans notre équipe première. On en a régulièrement entre 4 ou 5 et on privilégie la formation, mais aussi l'intégration de gens venant d'ailleurs, qui amènent leur culture, leur richesse. Merci Jacques en tous les cas pour cette présentation très complète. Louis-Ferdinand, tu peux te présenter? Bonsoir, Louis-Ferdinand Bézère. Je suis arrivé à Romans il y a 2 ans, donc c'est ma 3e saison au sein de l'USRP. J'étais en provenant de Château-Renard, où j'ai pu côtoyer l'excellent Ludovic Zanini pendant une année. Voilà, et on m'a confié il y a 2 ans les fonctions de capitaine de l'équipe. Je suis très fier de porter ces couleurs. Je pense que l'USRP est un très bon club.
On est bien dirigé. J'ai beaucoup appris en arrivant. C'est un club qui correspondait à ce que je recherchais, tourné vers la professionnalisation. Et j'ai trouvé ce que je voulais. Alors, être capitaine d'un club aussi mythique que celui de l'USRP, ça représente quoi aujourd'hui ? Ça représente beaucoup de choses. On est souvent accosté par des anciens joueurs, des plus ou moins jeunes, ou plus ou moins vieux, ça dépend de quel point de vue on regarde, qui nous font part d'histoires, d'anecdotes, de matchs qu'ils ont vécus, qu'ils ont gagnés, qu'ils ont perdus. Et c'est vrai qu'on se sent chargé d'une mission particulière, parce que cette identité qui a plus d'un siècle, quand on est joueur à Romans, on la sent réellement. On foule une pelouse qui a connu des matchs exceptionnels. Je crois qu'à Guillermoz, on y joue depuis peut-être 50 ans. Ou depuis 1908, c'est ça, non ? Guillermoz depuis une cinquantaine d'années, le club depuis 1908. C'est-à-dire qu'on sait qu'en tant que joueur de rugby, on n'est que de passage dans un club. En revanche, on se doit de contribuer de la meilleure des façons à l'histoire du club. Et c'est vrai qu'en tant que capitaine, il faut déjà en prendre conscience et réussir à transmettre ce sentiment à ses coéquipiers. Louis Ferdinand, j'aimerais que l'on regarde une vidéo qui me semblait importante de montrer, puisque je ne vais pas en dire plus, on en parlera après. Allez, on continue à attaquer. C'est le numéro 8. Une pénalité pour eux. En tous les cas, un bras et un avantage. En cours. Voilà. Et avec un drop. Oui. Et ça passe. Ça passe, Gilbert. Voilà. Super. Voilà. Victoire de Romans avec un drop extraordinaire. Attention à ces drops maintenant. Est-ce que ça va passer? Superbe. Oh, et ça passe encore une fois, Gilbert. Ils nous l'ont refait. Alors, magnifique drop de Servien à presque 40 mètres de la ligne des poteaux. Louis Ferdinand, le drop là semble être l'arme fatale pour faire tomber les leaders à Guillermoz, on en parlait tout à l'heure. Est-ce une recommandation tactique de l'entraîneur, ou est-ce une prise de décision au feeling, sachant que c'est peut-être la dernière solution à trouver pour remporter la partie? Alors sur les deux séquences, c'est différent. Sur la première séquence, c'était une recommandation tactique d'Arnaud Vercruis qui recommandait en cas d'avantage, le 9 recule, tape le drop, ça donne une chance supplémentaire de passer 3 points. Après, concernant le second drop, c'était une adaptation tactique de l'équipe à un instant T du match. Il reste 5 minutes à jouer, qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité technique de le faire. Le joueur prend ses responsabilités, se recule. Donc là, c'est vraiment une adaptation de l'équipe. Mais moi, quand je vois ça, j'ai vraiment le sentiment qu'à Romans, on est vraiment devenus les maîtres du suspense à Guillermoz. Et il y a des dénouements heureux comme ça, mais c'est vrai on emmagasine du capital confiance. Et il y a beaucoup de matchs finalement sur lesquels ça nous a peut-être joué des tours. On était tellement persuadés de pouvoir revenir sur les fins de match comme on a fait là, comme on a fait Aubenas, Chambéry, Bourg-en-Bresse, qu'à la fin on perd des matchs. On laisse passer en disant que ça va revenir tout seul parce que c'est comme ça que ça marche d'habitude à Guillermoz, et on perd des matchs en n'étant pas assez sérieux au cours de ceci. Jacques, une défaite à Guillermoz, c'est quasi pas possible à ce niveau de la compétition. Déjà, ça vous empêche d'aller boire le café le lundi matin, donc c'est déjà le premier problème. Puis c'est vrai, c'est un club qui est mythique, même s'il n'a jamais été champion de France. C'est compliqué de perdre, et c'est même interdit de perdre à Guillermoz. Mais ces deux drops, comme la transformation contrée tout à l'heure, ne doivent pas réduire tous les faits de jeu qu'il y a eu sur tous ces matchs, l'intensité que l'on a produit et que nos adversaires ont produit aussi. Aujourd'hui, on a gagné des fois par d'un point ou 2 points, mais on a remonté des situations difficiles, et après sur des matchs on a laissé les choses se faire et on a perdu. Donc le rugby est un sport avec encore beaucoup d'incertitudes. Il faut donc beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Voilà. Beaucoup d'humilité. On parle beaucoup de Pro D2 autour de cette table. La Pro D2, on parlait de Fédéral 2, Fédéral 1, avec une passerelle élevée.
Fédéral 1 Pro D2, c'est encore pire. Je pense qu'il faut au moins 3-4 ans de préparation, il faut des structures autres que nos clubs ont aujourd'hui pour aller de l'avant. Mais pour en revenir à Guillermoz, effectivement, perdre un roman, pour tout dirigeant romanais et tout joueur romanais, c'est dur à vivre. J'aimerais qu'on vienne sur une vidéo à nouveau pour traduire un petit peu ce que l'on pense de l'USRP aujourd'hui. L'esprit pour l'instant. Et Talasinga qui sonne encore la charge. Talasinga, attention, oh là là, et on avance. Bras tendu de monsieur l'arbitre. Avantage là donné pour les damiers romanais qui progressent tant qu'ils peuvent. Voilà, avec cette belle phase offensive de l'USRP sur le petit côté. Et c'est avec une Vernissa qui va attaque conclure. du numéro 14, Vernissa, qui vient transmettre et c'est pour Soqueta pour les Romanais. Très très beau mouvement. On et l'a oui, vu. avec un avantage en cours, tu l'avais signalé Gilbert, et Vernissa qui transmet majestueusement à Soqueta qui vient aplatir entre les poteaux, et ça va être très très dur là pour le Rock là ces prochaines minutes. Effectivement, mais bon, on s'y attendait puisque le Rock était toujours en infériorité numérique et les décalages arrivent à se faire, et les Romanais ont très bien joué le coup puisqu'ils ont écarté le ballon rapidement. Donc le rideau défensif est monté très vite, mais dès que l'intervalle a été pris, c'est fini. Derrière, les défenses sont prises à revers. Et voilà. Et derrière, ça fait un essai sous les poteaux. Et Vernissa qui a bien vu Soqueta qui était au soutien et qui a remis intérieur. Oui, alors on a voulu montrer effectivement cet essai parce qu'on a senti avec Gilbert notamment une force dans le collectif, et c'est un petit peu résumer ce que l'USRP peut représenter à travers ses phases offensives. Le collectif aujourd'hui. Louis Ferdinand, tu peux un petit peu en parler ? Alors c'est vrai qu'on a un groupe qui vit très très bien. On est bien entre nous, on est bien ensemble, on s'apprécie mutuellement. Et on a surtout une confiance on sait ce qu'on peut faire. On sait qu'on est capable de produire des actions comme ça. On sait que quand on veut, on peut produire un jeu magnifique. Le tout est que tous les joueurs aient envie de le faire en même temps. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué à l'extérieur déjà. On n'a pas été capable de s'imposer sur des matchs clés à l'extérieur. C'est ce qui nous a manqué sur certaines mi-temps chez nous. Mais on a réussi à produire un match plein contre Mâcon la semaine dernière. Et je pense que c'est exclusivement dû au collectif. Alors on a un gros travail qui a été fait par Arnaud Vercuis avant, par Grégory Tournaire, Nicolas Bouillet. Vraiment, on a un fond de jeu qui est très bien. Et ce qui nous manque, c'est cette volonté d'être tout le temps au meilleur niveau, de donner tout au long du match le meilleur de nous-mêmes, pour vraiment faire des matchs pleins. Il faut qu'on arrive à faire des performances comme on a fait contre Mâcon, qu'on arrive à les reproduire. C'est important pour nous. Mais cette confiance, on a la confiance en nous. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, puis elle respire de toute façon. On le sent chaque dimanche, en tous les cas. Lorsqu'on vient filmer à Guillermoz, on sent ce collectif bien présent. Jacques, j'aurais aimé que tu nous dises un petit peu comment tu vis cette première saison à la tête de ton club aujourd'hui. Déjà, c'est pas tout à fait une première saison, dans la mesure où depuis 4 ans, on travaillait avec Jean-Louis Darlet. On est 7-8 dirigeants à œuvrer au quotidien. La différence entre les 3 premières années et celle-ci, elle est pas énorme. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de pression qu'on soit dirigeant du comité directeur ou président. On est un peu plus sollicité en tant que président. Il y a des contraintes que l'on doit respecter, mais ça se passe plutôt bien. Clairement, sportivement, on espérait être mieux au niveau du classement. On est des compétiteurs. Hein. Moi, je suis venu au rugby parce que c'est une passion, mais j'ai aussi la passion de la gagne. Rentrer sur un terrain avec l'objectif de perdre, c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans les gènes non plus des gens du comité directeur. Donc, chaque fois qu'on subit des échecs, effectivement, on peut rebondir, mais on a là une motivation de compétiteur et de la pression inhérente à la fonction de présidente. Elle est plus dans les contraintes et les obligations qu'on a. Il n'y a pas plus de pression que lorsqu'on est dirigeant et motivé pour un projet tel que le projet romanais. Gilbert, tu voulais rajouter un petit peu, tu avais une question à mon sens. Oui, aujourd'hui,
qu'est-ce qui manque quoi, à l'USRP? Peut-être que Louis ou toi, Jacques, vous pourrez répondre, mais on se rend compte depuis plusieurs saisons où il manque pas grand-chose pour que le déclic se fasse, pour que cette équipe romanaise se qualifie et fasse partie peut-être des 8 ou 10 meilleures équipes françaises en Fédéral 1. Donc Aubenas fait partie des grosses écuries de la poule de Fédéral 1. On s'est rendu compte que cette saison, c'est la poule, je crois, la plus homogène de des 4 poules des 40 clubs de Fédéral 1. C'est la plus homogène, où on sait que d'un dimanche à l'autre, on peut être qualifié et le suivant, on est pratiquement la tête sous le billot pour la descente. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à l'USRP avec ce stade, avec ce public? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir justement franchir ce cap et faire partie peut-être des 4 ou 6 meilleures équipes de Fédéral 1? Sur cette saison, il manque de la constance. C'est vrai, Ferdi l'a bien résumé, on a des très bons joueurs, on a une somme d'individualités de qualité. Quelquefois, elles ont du mal à jouer ensemble. Donc cette constance, cet esprit d'équipe, etc., on le retrouve dans les grandes occasions. Et dans les matchs, entre guillemets, plus faciles, si tant est qu'il y en ait dans la poule 2, on ne ressent pas cette union que l'on voit à l'entraînement ou qu'on voit lorsqu'il y a des matchs un peu plus compliqués. Ferdi, quel est ton avis là-dessus? Je suis complètement d'accord avec ce que Jacques vient de dire. Il nous manque, sincèrement, au niveau de l'effectif, on a un effectif de grande qualité. Ce qui va nous manquer, voilà, c'est cette envie d'être peut-être sur chaque match les meilleurs, d'être meilleur que l'adversaire sur chaque match. Peut-être on est une équipe qui est vraiment une équipe à réaction. Alors, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. C'est une qualité parce que chaque fois qu'on s'est retrouvé dos au mur cette année, on a su répondre présent, on a su sortir des matchs références. Quand on a été mené au score, on a su revenir de situations où tout le monde nous voyait perdus. Et il faut juste que cette qualité, cette capacité à faire des retours exceptionnels ou des matchs exceptionnels, on soit capable de la reproduire sur des matchs entiers et dans le temps. C'est tout ce qui nous manque, je pense. Bien, merci, merci messieurs pour ces explications on ne peut plus claires sur ce club de l'USRP. Jean-Marc, j'aimerais qu'on revienne à toi. On sait que la Fédéral 1 se situe entre le monde professionnel et le monde amateur. Il a été évoqué une 3e division professionnelle à un moment donné. Est-ce toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, je pourrais dire que c'est dans les tuyaux. Aujourd'hui, dans le monde du rugby, on a des dirigeants qui sont très difficiles à évoluer et il faut savoir vivre avec son temps. Et c'est compliqué par certains dirigeants de la fédération qui aujourd'hui sont responsables de compétition, sont décideurs et nous dirigent. Ils nous dirigent par rapport à ce qu'ils vivent dans leur région. Le rugby dans leur région est différent de ce qui se passe chez nous. Il est différent de ce qui se passe en Bretagne. Il est différent de ce qui se passe en région parisienne. Aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut pas concevoir une Fédérale 1 à 40 clubs. C'est pas possible. Ce que l'on voit aujourd'hui, pour moi, il y a plein de choses, il y a des incohérences. D'une part, le championnat est très mal fait. On a des poules de 10. Tous les clubs qui sont dominateurs, qui sont dans la première partie, je dirais, de ce championnat, ont des joueurs qui sont sous contrat. Ils sont salariés tout au long de l'année. Et malheureusement, pour les clubs qui ne seront pas qualifiés, début mars, ils auront terminé leur saison. Les joueurs continuent d'être payés, d'être rémunérés, et c'est normal, c'est un contrat. Ça n'apporte rien au club, ça n'apporte rien aux dirigeants, ça n'apporte rien aux joueurs, ça n'apporte rien aux partenaires, ni aux spectateurs. On ne peut pas fidéliser. C'est pas possible aujourd'hui. Des équipes qui veulent jouer, qui veulent prétendre à la Pro D2, aujourd'hui, ce n'est pas possible de concevoir un championnat avec des poules de 10. On doit avoir davantage de matchs. Et puis après, on a 2 catégories. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on veut défendre le rugby, on veut protéger les joueurs, on veut faire de la sécurité. Je ne suis pas sûr qu'on mette tous les joueurs en sécurité. Quand on voit des collectifs, sans sous-estimer certaines équipes, comme le disait Alain tout à l'heure, qui n'a pas les moyens de s'entraîner comme certains clubs qui dominent la Fédérale 1, qui s'entraînent 1 voire 2 fois par jour et qui eux s'entraînent peut-être au maximum 3 fois et ils n'ont pas les mêmes moyens.
pour moi, on met des joueurs en danger. Donc aujourd'hui, il est grand temps que la fédération prenne des décisions. Et moi, personnellement, je suis pour une division intermédiaire avec des poules plus conséquentes et puis plus sportives. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le projet de Fédéral 1, pour moi, c'est un peu tout et n'importe quoi. Parce que quand il va falloir un club qui va vouloir prétendre jouer en Pro D2, qui au mois de juin va annoncer, va dire voilà, moi j'ai ma structure financière, j'ai ma structure de formation, je peux prétendre à jouer en Pro D2 si je finis dans les 4 premiers, et qui ne disputera pas le championnat de France. En plus, moi je trouve que c'est anti-sportif. Je suis désolé, mais c'est anti-sportif. Pour moi, il faut maîtriser ce championnat et puis les préparer correctement. Alors j'ai une question qui me brûle les lèvres et je pense qu'elle brûle les lèvres aussi à Gilbert. Aujourd'hui, un club de Pro D2 en Drôme-Ardèche, est-ce possible? Alors on peut peut-être aussi laisser répondre Jean-Louis, Jacques, voire aussi Alain, mais j'aimerais peut-être qu'on ait un peu une réponse ce soir. Alors la réponse, bon, je termine avant Jean-Louis. Moi, vous savez, je suis sceptique et j'ai été très déçu. J'avais plein d'ambition, puis je pensais qu'avec un certain nombre de personnes, on arriverait à faire quelque chose, notamment des décideurs et de grandes entreprises. Il y a quelque temps, avec les politiques, avec le président du Conseil général de la Drôme, le président du Conseil général de l'Ardèche, et avec certains grands décideurs des entreprises régionales, on s'est mis autour de la table, comme on a fait l'autre jour avec Aubenas, et puis ça n'a rien donné. On a fait X et X réunions au niveau du Conseil général de la Drôme. On s'est retrouvé ailleurs pour terminer par un tour de table où me dire mais combien tu veux de jeux de maillot. J'ai dit attendez messieurs, on a fait fausse route, c'est pas ce que j'attends. C'est pas ce que nous attendons et c'est pas ce qu'attendent les amateurs du rugby de Drôme-Ardéchois et y compris nos dirigeants des clubs de Fédéral 1. Je crois qu'il faut les aider et malheureusement là aujourd'hui on n'a pas de mécène aujourd'hui. Moi j'en ai pas. Je vais en parler. Je suis très mal placé pour pouvoir parler de ce sujet. Parce que vous savez que si pour certains ont oublié, il y a 4 ans ou 5 ans, j'avais voulu faire une fusion pour avoir une ambition. Donc je dirais que quelque part, pour répondre à ta question, bien sûr, aujourd'hui, il y a la place pour avoir un club de Pro D2 en Drôme-Ardèche et même en Drôme aussi, pourquoi pas. Je dirais que quelque part, il y a de la place. Après, en dehors de la volonté, il y a des instances économico-politiques. Ça, c'est encore c'est un sujet. Mais je crois que peut-être aussi que même les clubs ont la capacité, dans la mesure où ils peuvent s'unir, de pouvoir le faire. Et puis je crois que quelque part, peut-être que ceux qui ne pensent pas au début pourront venir après, parce que je crois que ça suscite toujours des intérêts. Et quand on a des élus et qu'il y a beaucoup de monde, il y a toujours des gens qui deviennent intéressés après. Alors il faut déjà, c'est pas le premier homme qui a essayé de gravir l'Everest qui est arrivé en haut de la montagne. Il y en a eu bien d'autres avant. Mais quoi qu'il en soit, il faut, et je suis largement convaincu aujourd'hui, comme je pouvais l'être il y a 4-5 ans, comme je l'étais il y a encore très longtemps, qu'il y a de la place pour avoir un grand club de Pro D2. Ça me paraît d'une évidence totale dans un ou dans 2 départements communs. Voilà. Ça passera par une fusion? Une fusion d'un club? De 2 clubs? 3? 4? C'est quand même... alors je ne sais pas si c'est prématuré, mais je pense que j'en sais strictement rien. Enfin, j'ai quelques idées malgré tout. J'ai pas travaillé pendant des années à ce sujet-là sans avoir des idées, mais je pense que c'est un petit peu trop tôt de pouvoir en parler. Mais néanmoins, ça peut passer, bien entendu, par des clubs, le pluriel commençant à 2. Déjà le Rock en fait déjà 2 avec la Voulte et Valence. Après, bien sûr, ça peut se passer avec des clubs. Après, il faut des volontés, des envies, des ambitions. Il faut que ça se passe. Pourquoi pas? Jacques. C'est marrant. Jean-Louis à droite, Jacques à gauche. Moi, c'est un secret pour personne. Hein. Ça fait 4 ans que je suis arrivé au club. Dès la première année, à cette question, j'ai répondu par l'affirmative. Je pense que la Drôme et l'Ardèche se doivent d'avoir un grand club.
En plus, avec le découpage des régions qu'on a aujourd'hui, Rhône-Alpes, Auvergne, on est le sud d'une très grande région économique et sportive. Et il y a de la place entre le FCG, le Loup. Je crois moins à l'avenir de Bourgoin pour des raisons purement économiques, hein, même si la formation peut les sauver. Alors, est-ce qu'il faut un grand club, dans un premier temps, sur l'agglo romano-péageoise, valentinoise? Pour ma part, je répondrai par l'affirmative. Oui, il la faut. Maintenant, il y a beaucoup de choses à travailler avant d'arriver à cela. Le poids de l'histoire. À Romans, vous l'avez dit, il y a le poids de l'histoire. Mais nous qui détenons ce poids de l'histoire, est-ce qu'on doit aussi construire un avenir pour nos jeunes joueurs, pour le public qui aujourd'hui veut voir des grands matchs? On peut avoir les moyens d'avoir un club qui peut avoir l'ambition en 2 ans de pouvoir accéder en Pro D2. Alors, est-ce que la plupart des Romanais sont pour? Je ne sais pas. On va les sonder en ce sens. Pour ce qui est des dirigeants de l'USRP, la plupart aujourd'hui sont favorables à un grand projet. On le voit au travers de nos jeunes. Je le redis, Rovaltin, c'est une très belle réussite, quoi. Et on l'a fait parce que 50-60% de l'effectif est composé de Valentinois et de Romanais et d'autres joueurs de l'ensemble des clubs romardéchois. Il faut se réunir. Il faut se réunir ou alors considérer que la Fédérale 1, c'est un mouroir aux ambitions. Et on mourra chacun notre tour au fil des années. On montera, on descendra. Il faudrait sponsoriser par des marques d'ascenseurs, comme ça a au moins un lien avec ce qu'on fera. Mais si on veut un club en Pro D2, oui, c'est par une fusion. Nous, Romanais, on est conscients que seuls, on n'y arrivera pas. Je pense qu'il y a peu de clubs, et les 4 clubs qui sont représentés ici, n'ont pas les moyens durables de pérenniser un club à haut niveau en Pro D2. Ils peuvent, sur une saison, monter, ça, j'en doute pas. Les Albenaciens, depuis le début, je pense qu'ils ont une carte à jouer. Maintenant, monter pour rester, c'est autre chose. Donc il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est travailler tous ensemble autour d'une table. Moi, je suis pas très politique, donc je dirais qu'il faut d'abord construire le projet, l'imposer, et après, les gens suivront si ça fonctionne. Si on se plante, eh ben, on sera des parias. Jean-Pierre, tu veux réagir là-dessus? Parce que finalement, la Pro D2, la Pro D2, vous l'avez connue avec le RCAV finalement. Oui, mais on l'a connu, mais vous avez vu ce que ça a donné. On s'est maintenu 2 ans et puis on est redescendu. Il faut avoir des gros moyens et sincèrement, je souhaite qu'au comité de Drôme-Ardèche, il y ait un club en Pro D2 et sincèrement, je pense que les mieux placés, c'est de faire la fusion entre Romans et Valence-la-Voulte. Voilà comment je vois les choses. Nous, peut-être, on arrivera à monter. Ça peut arriver, mais l'année après, on risque de redescendre. C'est très très difficile. N'oubliez pas qu'Aubenas, c'est une petite ville de 13 000 habitants. Comment voulez-vous lutter avec Rovaltin, qui représente, je ne sais pas, 150 000 habitants 240 000. Hein, et moi de tout cœur, je vous souhaite que vous entendiez et que vous arriviez à le faire, ce club. Et je pense que c'est à vous, les responsables du ROC et les responsables de l'USRP de faire le nécessaire pour qu'on ait une équipe en Pro D2. Il nous manque une locomotive dans ce département de Drôme-Ardèche, dans ces 2 départements, et je pense que vous pouvez y arriver. Nous, ça sera plus difficile. Gilbert, tu voulais réagir? Oui, au niveau de cette fusion, aujourd'hui, on sait qu'en Drôme-Ardèche, il y a un public. Il y a un public qui suit le rugby. On peut le voir de partout. Chaque fois qu'on va voir des matchs ou d'une finale de championnat de France, de top 14 à Paris, des matchs internationaux, on rencontre énormément de public drôme-ardéchois. On peut le voir avec Mistral TV, les gens qui viennent se connecter pour voir. Aujourd'hui, c'est le comité qui est en charge justement cette filière au niveau jeune avec les Crabos et les Réchelles. Effectivement, c'est un budget très très conséquent. On le sait pour amener ces jeunes justement à cette formation. C'est compliqué pour les éducateurs et les entraîneurs du comité de Drôme-Ardèche
puisqu'on sait que ces jeunes sont à l'école toute la semaine, derrière qu'il faut les réunir. Il y en a certains qui sont d'Aubenas, d'autres de Romans, de Valence, de Pierre-Latte, ou d'autres clubs comme peut-être Saint-Jean-Oraillan ou Ron 15, Véor. Mais aujourd'hui, effectivement, ça passerait par peut-être cette fusion. Et le comité de Romardèche, Jean-Marc, ton avis à ce sujet, et si tu peux nous parler aussi un petit peu de ces deux filières jaunes qu'on a au comité, Crabos et Réchel. Écoute, moi je suis à fond derrière ces équipes, mais aujourd'hui on en est à la sixième saison. Il y a un peu de fatigue, un peu de lassitude, et puis surtout un manque de reconnaissance. Moi je suis désolé, mais quand je vois au niveau de nos politiques que l'on veut aider, faire progresser des jeunes, et c'est très bien, nous au niveau du comité et du rugby surtout, je ne parlerai pas du comité parce qu'on n'a qu'à se débrouiller, où je suis peut-être mauvais aussi, mais il faut quand même savoir qu'au niveau des conseils généraux, on n'est pas aidé, on n'est pas reconnu. Moi aujourd'hui j'ai un budget de déplacement pour aller chercher nos jeunes dans toute la Drôme Ardèche, c'est de la folie, c'est de la folie. Et aujourd'hui on touche 0 centime d'euros pour aider ces équipes de haut niveau. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que pour moi, c'est la base de la fusion de nos clubs. Quel qu'il soit, qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, qu'il y en ait trois, si on ne conserve pas ces équipes de haut niveau, on n'y arrivera pas. C'est la base, c'est le ciment de cette structure. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on s'en coupe, qu'on se coupe de cette structure. L'année prochaine, on travaillera peut-être différemment, mais je pense qu'on trouvera des solutions, et que l'on sera encore plus performant que ce qu'on peut l'être cette année, puisqu'on a quand même la chance aussi de récupérer quelques joueurs, de par les centres d'entraînement de l'USRP, de par Briffaut, avoir des jeunes d'autres comités qui viennent sur notre territoire. Donc la formation en Drôme Ardèche, et ça c'est pas, je dirais pas le comité territorial, c'est tout le travail qui est fait par les clubs, parce c'est ça qu'il faut regarder, c'est tout le travail qui est fait dans les clubs, c'est tout un ensemble. Et j'espère que ça va perdurer. Et pour moi, c'est la base de cette équipe pro à court terme. Pour moi, c'est à court terme. Parce qu'il ne faut plus parler de moyen terme ou de long terme. Aujourd'hui, c'est à court terme. Il faut arriver à faire quelque chose. Et tous ensemble, y compris avec le comité. On espère que ça va perdurer, effectivement. Alain, tu voulais réagir, interagir là. Oui, moi je vais peut-être être le mauvais élève de la soirée. Moi j'ai un problème avec Rovaltin tout simplement. Le président Patrouillard le sait, on a souvent échangé là-dessus. Rovaltin vient nous prendre nos jeunes, nos meilleurs jeunes. Alors à Tricastin on n'en a pas énormément de meilleurs jeunes, mais ceux qu'on nous prend, ils nous diminuent nos collectifs. Et nos collectifs aujourd'hui souffrent, que ce soit en cadet, en junior. On a beaucoup de difficultés parce que nos meilleurs joueurs ne sont pas là. Alors bien sûr que les bons joueurs doivent partir, mais on vient nous prendre, je dirais, des joueurs de deuxième niveau et qui nous mettent nos équipes à plat. Alors, bien sûr que ce serait bien qu'il y ait un club de Pro D2 dans le comité, mais je ne crois pas que ce soit le rôle du comité de Drôme Ardèche de tout faire pour qu'il y ait un club de Pro D2 au détriment de tous les autres, parce que nous aussi nous avons des obligations, nous aussi nous devons faire de la formation, même en Fédéral 2. Aujourd'hui je ne suis pas certain que les joueurs que je forme soient du niveau de la Fédéral 2, donc comment faisons-nous pour exister dans ce rugby? S'il doit y avoir un club de Pro D2, ça doit être l'ambition de deux villes, de deux clubs, mais il ne faut pas que ça soit fait au détriment de tous les autres. Nous avons nous aussi le droit de jouer. Nous sommes dans le sud, nous sommes loin de Valence, mais je pense que nos jeunes ont aussi le droit de jouer au niveau qui est le leur, qui n'est pas forcément le plus haut niveau, mais ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir des équipes. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. À mon avis, il ne faut rien attendre des politiques. Si le projet doit se faire, il faut l'imposer. Et si ça marche, les politiques, ils arriveront en courant et ils diront que c'est grâce à eux. Si je peux me permettre, Alain, sur ce que tu viens de dire,
je pense que l'avenir d'un club de Pro D2, tu dis que c'est pas l'affaire du comité, effectivement, parce que le comité reste là pour justement tout ce qui est pour régenter entre guillemets tous les clubs de Drôme-Ardèche, mais je pense que un club de Pro D2, ça se fera avec la synergie de tous les clubs de Drôme-Ardèche, de tous les présidents de Drôme-Ardèche. Effectivement, tu peux avoir l'avis de dire on se fait piller nos jeunes, mais pense à la synergie que ça peut entraîner derrière lorsqu'un club de Pro D2, lorsque tu as une vitrine où tu as des jeunes effectivement qui vont venir au rugby et qui viendront à Pierre-Latte, qui viendront à Véor, qui viendront à Bourg-les-Valences, qui viendront peut-être à Plat, parce qu'il y a un club phare et qui descendront et qui monteront de Pierre-Latte pour voir peut-être demain le club de Rovaltin ou le club, peu importe son nom, ou Aubenas, voir jouer contre des équipes comme Perpignan, comme Biarritz, parce qu'on voit aujourd'hui les clubs qui sont en Pro D2, Alain. Donc je pense que c'est une erreur de penser qu'aujourd'hui, nos clubs, enfin les petits clubs entre guillemets sont pillés par les gros. Aujourd'hui, ils s'en vont, nos jeunes, Alain. Ils s'en vont, mais ils s'en vont carrément du comité de Drôme-Ardèche. J'ai vu beaucoup de jeunes. Moi, je suis issu, enfin voilà, j'étais sur Valence. J'ai vu beaucoup de jeunes qui sont partis dans les clubs de professionnels, comme Grenoble, comme Bourgoin, et suite à leur échec sportif dans ces clubs-là, ne sont pas revenus au rugby. Le rugby les a perdus, Alain. Tu vois, donc je pense qu'il y a un autre discours à avoir. Il faut se poser et y penser et dire que effectivement c'est la synergie de tout le monde. Est-ce que je vais passer le micro à Jacques parce qu'il voulait aussi avoir un avis, passera le micro à Franck après qui voulait intervenir. Je vais être assez bref. Hein. Ce que dit Alain, nous on l'a entendu dans notre club à Romans. Il n'y a pas besoin d'aller au comité ou ailleurs où certains parents nous ont reproché cette politique élitiste au niveau de nos jeunes. Nous, ça fait 4 ans qu'on tient la barre et on ne la lâchera pas. Bien sûr que si on récupérait nos 7-8 joueurs de Rovaltin et qu'on les redescendait dans des catégories plus faibles, bah, les parents disent on peut être champion de France, c'est vrai. Aller prendre 60 pions ou en marquer 60, c'est autre chose. Mais nous, on a un exemple qui est à Romans et sur le bassin de vie du Royan, du Nord-Drôme, etc. C'est avec la Saint-Jean-Royan. Aujourd'hui, Saint-Jean, ils sont premiers en fédéral 2 avec 14 à 15 joueurs romanais parce qu'on a une excellente entente. On leur passe 4-5 joueurs chaque année. Ils nous envoient 1, 2, 3 jeunes. Si le jeune ne perce pas, je pense à un très bon jeune qui est Hippolyte Bayon. On le fait repartir dans son club. On n'essaie pas de le scléroser chez nous. On a le même type de travail avec des clubs un peu moins hauts comme Emeux ou le Rugby Club, voire Annonay. Et ça fonctionne plutôt bien. Notre responsable du centre de formation et capitaine de l'équipe d'Annonay. On lui permet d'aller jouer et s'entraîner avec son club tout en s'occupant de formation chez nous. Je crois qu'il n'y a aucun projet qui fera l'unanimité. Il n'y a aucun projet. Ils amèneront tous son lot de déceptions. Mais si tu veux avancer, ça sera au prix de certains sacrifices qui sont somme toute délicats, mais qu'il faut savoir faire. Franck ? Non, je voulais juste réagir puisque tu disais tout à l'heure que j'avais une expérience autre que celle du territoire. Je crois que justement pour que le territoire s'oxygène, il y a la nécessité de ce club de Pro D2 parce que ça permettra de garder un maximum de joueurs sur le territoire parce que les garçons qui seront justes pour jouer en Pro D2 auront peut-être la volonté de rester au sein du territoire dans un club de Fédéral 1. Aujourd'hui, on a une offre qui n'est pas plurielle puisqu'on a autour de la table 4 clubs qui évoluent en Fédéral 1. Aujourd'hui, dans le sud-ouest, pourquoi Tyros, avec un budget de 800 000 euros, arrive à faire chaque année un quart de finale? C'est parce que tout simplement, ils récupèrent des joueurs de Pro D2, de Top 14, parce qu'il y a Bayonne autour, il y a Dax, et ces garçons veulent rester sur le territoire. Et je pense que c'est nécessaire qu'on ait des niveaux différents, des curseurs différents, et je pense que, à l'inverse de ce que pense le président de Tricastin, je pense que si demain il y a un club de Pro D2 sur le territoire, son club sera l'un des premiers à en bénéficier. Alors, si vous permettez, je vais enchaîner sur les propos de Franck. Je veux simplement qu'on se rappelle qu'on se mette une quarantaine d'années en arrière. La richesse du comité Drôme-Ardèche, qui était à l'époque, donc faisait partie du comité des Alpes. Il y avait plusieurs grands clubs de première division. Il y avait Romans, il y avait Valence, il y avait la Voulte.
Je crois que ces équipes-là alimentaient pratiquement à plus de 50% l'équipe de France, et bien davantage, et qu'il ne s'est jamais construit autant de clubs en Drôme-Ardèche qui ont accédé à des niveaux importants. Donc je dirais que quelque part, il y a la réalité du passé. Cette réalité du passé, elle peut encore exister aujourd'hui, justement parce que ça ne peut qu'attirer vers le haut, justement, et au niveau de ces jeunes, qui nous permettra de garder, mais d'avoir ce club de haut niveau. C'est d'une évidence, parce qu'il faut, même si on ne doit pas en faire référence du passé, mais il faut se rappeler quand même du passé. Et d'autant plus que la Drôme-Ardèche était un territoire de rugby extraordinaire, au niveau national et international. Bien. Eh bien, n'allons pas trop vite quand même pour la Pro D2 parce que Mistral TV n'aura peut-être pas forcément les droits. Mais on ne sait jamais au vu de la progression de cette petite chaîne. Bien, avant de nous séparer parce que ça fait déjà 2 heures que nous sommes ensemble et je vous avouerai que je passe un excellent moment et je pense que Gilbert et Christophe passent aussi un excellent moment. Jean-Pierre, j'avais envie de revenir vers toi. Parce que tu avais une anecdote croustillante à nous transmettre aujourd'hui. Et je crois qu'il s'agit de l'histoire. Oui, l'histoire ancienne. Ah. C'est l'histoire ancienne, mais c'est le politique et le rugby. Ça concerne le général de Gaulle et le rugby. Peu de Français savent en effet combien le président de la République de l'époque aimait le sport et particulièrement le rugby. Il avait effectivement vu les rencontres devant son poste de télévision, mais il avait un déficit, il ne connaissait pas les règles. Alors il s'était rapproché de son commandant de la garde républicaine de l'Élysée, qui était albenassien, qui s'appelait Marcel Monnier, et qui fut plus tard d'ailleurs président du club d'Aubenas. Et les jours de tournoi, il se mettait, disons, dans les salons de l'Élysée, il faisait porter une télévision et il ne voulait pas être dérangé par ses secrétaires. Et c'est ainsi que Marcel Monnier lui a appris les règles du rugby parce qu'il aimait beaucoup le rugby. Et il était particulièrement content lorsque les Français battaient les Anglais. Là, je peux vous dire qu'il était aux anges. Et il faisait ouvrir une bouteille de champagne. Voilà. Tu parles bien évidemment du tournoi des 5 Nations. Tournoi des 7 Nations à l'époque, oui. Il n'y avait pas l'Italie à l'époque. Il y avait le tournoi des 7 Nations. Et De Gaulle a toujours aimé le rugby. Et tous les lundis, après les matchs internationaux, il y avait une estafette qui partait à la cité d'Antibes pour porter les félicitations du président de la République à la Fédération française de rugby pour la victoire lorsque l'équipe de France, évidemment, gagnait. Alors, on peut dire que le général de Gaulle a beaucoup aimé le rugby. D'ailleurs, il a suivi, jusqu'à son dernier jour, il a suivi les matchs à la télévision, que ce soit les tournées d'été ou d'automne, aussi bien le tournoi des 7 Nations. Et il avait la France dans son cœur. Et dans son cœur, il y avait une petite partie qui était réservée au rugby. Voilà, je crois que les Français ne le savent pas, mais il aimait énormément le rugby. Voilà. Bon, en tous les cas, merci pour cette petite anecdote croustillante. On sait maintenant que le général de Gaulle aimait le rugby et particulièrement les rencontres entre l'équipe de France et l'Angleterre. Voilà, messieurs, en tous les cas, j'avais envie de vous remercier tous là et présents autour de cette table d'être venus à cette émission Rendez-vous aux Zinc. On vous retrouvera prochainement de toute façon autour des stades ou dans les stades ou dans les clubs en tous les cas. Quand on sera en Pro D2. Quand vous serez en Pro D2, mais même pour la Fédérale 1, bien évidemment, on sera et on continuera à être présent puisque c'est un petit peu l'engagement que nous avons et la mentalité de Mistral TV, c'est aussi le sport et c'est aussi le rugby. Christophe, je vais te laisser la parole pour conclure. Et avec notre cher Walter Benjamin. Voilà, la conclusion, ça va être rapide parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Donc maintenant, ça va chanter, ça va danser, ça va bouger, ça va faire de la zik avec le groupe Walter Benjamin, dont Olivier, le leader dans la vie professionnelle et leader dans la musique, arrive sur la scène avec ses bottes de 7 lieues.
Rien à ajouter, on va vous écouter. C'est super. Hein, Merci. C'est super, Olivier. Merci. Voilà, on se retrouve par contre, les web TV spectateurs, dans un mois avec un programme. Donc on vous concocte et on remercie bien sûr Seb du pub de nous avoir reçus. Allez, à toi. Ouais, merci. Il y a comme une odeur. Il y a comme une odeur de jeune. Il y a comme une odeur de fun. Passement car pas si fun d'être ce jour un jeune. I'm young and beautiful, so fast I'm coming home. I'm young and must have all, so fast I'm growing old. That's not the spirit to be fighting at all. Il y a comme une odeur de chômeur. Pendant que ta sœur balbeure, tu es compté comme chômeur. Pendant que ta sœur balbeure, tu n'es même plus décompté comme chômeur. Il y a comme une odeur de jeune. Papa ne prends pas peur, c'est qu'une odeur de jeune. I'm so young and cold, young at heart, not anymore. I'm on the spot, but there's nothing to come, nothing to come. Smells like young spirit, smells like young spirit. Millions de jeunes chômeurs, la France et la torpeur. Et ces millions de sans cœur, de quoi nourrir la peur. Tu es jeune et tu as peur du monde et ses erreurs. Tu es jeune et tu as peur, finir veut comme voleur. Both young and old, I'm in this world of pain. Can't feel bold, can't stand the strain. Doesn't smell like teen spirit. Remember me when I was 17. Joy and dream, this is the spirit. Smell like teen spirit. Remember me when I was 17. Joy and dream, this is the spirit. Pas car rien ne bouge, pas de fumée sans odeur. Pas car rien ne bouge, au pays de la stupeur. La bonne odeur de jeunes, intimidés, paralysés, désemparés. La bonne odeur du jeune, comment à nos narines la ramener? Comment à nos narines la ramener? Comment de toute cette frime se séparer? Comment avec la rime se réparer? Smells like young spirit. Smells like young spirit. I'm looking underneath, there's nothing to see. Modern dark leash, my life is a bleed. I'm always stand tall, the harder we fall. Smells like young people. I'm always stand tall, the harder we fall. Smells like young people. Smells like young people. In them smells sometimes smells like tin spirit. Smells like tin spirit. Merci. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup. Et on applaudit nos 3 guitaristes. Wouh!